Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire MHD Expert. Aujourd'hui, nous sommes avec Aviatrix, grand leader du cloud. Avant d'aller dans la description de la solution Aviatrix, un petit rappel sur MHD. Donc MHD, nous sommes une plateforme francophone qui héberge des articles autour des technologies réseau, donc que ce soit data center, LAN WAN. Donc, c'est consultable sur www.mhd Expert. Donc, c'est une communauté francophone qui participe dans ces échanges-là. Donc, aujourd'hui, nous sommes avec Mathieu Potin et Nicolas Delcroix qui vont nous démystifier un petit peu le principe de fonctionnement de la solution Aviatrix. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On essaiera de répondre à toutes les questions. Maintenant, si le temps imparti n'est pas suffisant, on essaiera de leur répondre dans un deuxième temps, soit par email, et ainsi de suite. Merci Mathieu, merci Nicolas pour votre participation à ce webinaire. Côté MHD, je suis accompagné avec mon ami Driss Jabal, qui va animer avec moi cette session de webinaire. Donc, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Mathieu, peux-tu nous présenter rapidement en quoi consiste ta solution Aviatrix? Bien sûr. Donc déjà, merci beaucoup pour l'invitation, Hicham, et merci pour l'organisation de ce webinaire. Ça nous fait très plaisir. Le premier qu'on fait en France depuis l'ouverture du bureau français. Donc voilà, on se lance. Donc oui, on va vous présenter Aviatrix. J'en profite juste pour dire, voilà, toutes les questions-réponses sont à mettre dans le Q&A et Nicolas se fera un plaisir de vous répondre pendant la presse. Et surtout, on vous invite à rester jusqu'au bout de la présentation. On terminera le webinaire par un caout, donc un petit jeu avec voilà, des petites questions à jouer et des petits goodies pour le vainqueur du caout. Voilà, donc on vous invite à rester jusqu'au bout et on aura bien évidemment à la fin un jeu aussi de questions-réponses. On est bon? Allez, c'est parti. Alors, je sais de repérer ma souris. Et voilà. Alors, avant de vous présenter Aviatrix et qui on est et ce qu'on fait, moi, j'aime bien commencer en fait par un parallèle. Et je fais souvent le parallèle avec le on-premise. En fait, dans la communauté MHD, il y a beaucoup d'experts réseau. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de certifiés Cisco, et CCIE, CCNP et autres. Et donc, si je vous parle de design type du LAN, du MAN et du WAN dans le monde on-premise, vous connaissez. C'est ce que vous avez appris toute votre vie, c'est ce que vous savez bâtir. Et vous l'avez bâti pourquoi? Pour maîtriser ce qui se passe au niveau des flux réseau, de la sécurité, et de pouvoir, quelque part, répéter un même design, quel que soit l'endroit où vous allez déployer votre data center. Puis quand on est arrivé sur le monde de la virtualisation, on a pu faire la même chose, cette fois-ci, avec des produits fournis par VMware, le fameux NSX, pour garder le contrôle des flux réseau, des flux sécurité, comprendre ce qui se passait, copier des mêmes designs. Le problème, c'est que quand on arrive dans le cloud public, là, on est dans un monde qui est différent. La première chose, déjà, c'est qu'on n'a pas accès au réseau physique, ces propriétés du CSP. On n'a pas non plus accès à la partie virtuelle du CSP, puisque c'est aussi propriété du cloud provider. Et donc, finalement, les cloud providers vont vous fournir des entités, donc des VPC, des VNet ou des VCN, et puis ils vont vous fournir quelques outils pour essayer de faire communiquer l'ensemble. Mais ce n'est pas du même niveau déjà que le côté enterprise grade que vous avez on-prem, mais surtout, ils ne fournissent pas d'architecture répétable et automatisable qu'on pourra déployer un peu partout dans le monde, dans l'ensemble de vos régions, comme on le pouvait le trouver dans la partie on-premise. Et donc, nous, c'est ce qu'on constate, c'est ce qu'on appelle en fait le gap architectural, le fait qu'on passe d'un monde où on maîtrisait les outils, on maîtrisait l'architecture, on était quelque part worldwide, avec des réseaux WAN, des réseaux MAN ou des réseaux LAN répétables n'importe où, à une architecture où finalement on n'en a pas. Voilà, on ne sait pas comment ça se passe et c'est à chaque client d'essayer de le bâtir soi-même. Et donc on parle de do it yourself. Et c'est là où on voit la difficulté. Avec cerise sur le gâteau, la façon de le faire chez Azure n'est pas la même façon de le faire chez AWS. Ce n'est pas non plus pareil chez OCI et ce n'est pas pareil chez Google. Ça veut dire qu'une fois que vous l'avez conçu sur l'un des cloud providers, disons par exemple Azure, il vous faut refaire la même chose, mais différemment quelque part, chez AWS parce que le design n'est pas le même. Et donc finalement, le réseau, qui était vendu comme quelque chose de très simple sur le cloud public, va finalement devenir quelque chose d'extrêmement complexe. Et quand je parle de complexité, en fait, on voit des challenges qui sont régulièrement les mêmes chez nos clients et on les classe généralement par trois pans. Le premier pan des challenges, c'est des challenges qu'on va parler à la partie connectivité. Voilà.
Comment je vais faire pour me connecter du on-premise vers mon data center? Comment je vais gérer des plans IP qui vont se marcher dessus, hein, le fameux IP overlapping? Comment je vais gérer la complexité de la gestion du réseau dans mon cloud public? On va avoir un deuxième pan de challenge qui va arriver, qui se dit, ben voilà, une fois que j'ai mis en place mon réseau dans mon cloud public, pour communiquer entre mes différentes instances dans mon cloud, ben comment je fais pour avoir le fameux day to operation, c'est-à-dire comment je fais pour comprendre ce qui se passe, qui communique avec qui, j'ai des problèmes de latence, pourquoi, d'où ça vient, j'ai un problème de connectivité, pourquoi, est-ce que j'ai oublié de mettre une règle de routage, est-ce que j'ai oublié de mettre une règle d'ACL, est-ce que j'ai oublié de mettre un security group, voilà. Et puis, plus on va avancer sur des gros clouds, ben, plus finalement, ça va être extrêmement compliqué d'aller comprendre ce qui se passe. Et bon, on va prendre le cas pire, on se fait infecter sur une instance, ça pollue partout, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas avec qui ça communique. Et c'est là où on se rend compte que finalement, il nous manque pas mal d'outils, pas mal d'outillage hein, pour comprendre ce qui se passe et le maîtriser. Et enfin, il y a un troisième pan, c'est toute la partie sécurité. Et ça, on le voit arriver de plus en plus par les équipes sécu réseau qui vont être dans une approche zéro trust. Zéro trust, il faut que tout soit chiffré. Il faut qu'on mette des firewalls dans le flux de réseau, mais à l'intérieur des clouds publics. On a besoin de gérer l'accès à Internet. Comment on le fait? On n'a pas envie de repasser par le on-premise pour aller sur Internet. Et donc, finalement, ça va être de la complexité qui va être rajoutée dans la couche réseau et on va arriver à un moment où ça va complètement exploser, c'est qu'on va devenir multi-cloud. Quand on va commencer à avoir des clients qui ont commencé avec un cloud, qui en ouvrent un deuxième ou un troisième, et qui vont devoir essayer de faire fonctionner tout ensemble, sachant que un Azure n'a pas de produit pour fonctionner sur AWS. Un Google n'a pas non plus la même chose pour aller chez Azure. Et donc c'est là où ça va être extrêmement compliqué. Je crois que Kishan, tu avais une question. Oui, oui, très intéressant. J'ai une question pour Nicolas. Nicolas, quels sont les challenges que tu vois aujourd'hui chez les clients, enfin, avec lesquels tu travailles? Ouais, absolument. Le plus gros challenge que je vois, c'est vraiment ce manque de direction architecturale. C'est-à-dire que les briques de base proposées par les cloud providers en natif ne sont pas basées vraiment, autour d'une architecture qui serait robuste. Il y a un ensemble de briques qui ont été conçues, en fait, au fur et à mesure du temps, sans réfléchir à une architecture qui serait globale et donc ces briques ne fonctionnent même pas vraiment bien ensemble. Je suis même pas en train de parler d'un multi-cloud, mais même d'un seul cloud. Il n'y a pas vraiment de control plane, par exemple. Il n'y a pas vraiment de propagation ou alors soit c'est quelque chose qu'on active, soit c'est quelque chose qu'on désactive. Mais c'est-à-dire que je vois la liste des gens, qui sont en train de nous écouter, j'en connais certains d'entre eux. On a tous une certaine expérience en réseau et on sait tous que si, on n'a pas conçu une architecture qui est robuste, alors notre vie va devenir très difficile, pour ce qui est du réseau et c'était vrai sur le réseau on-prem et c'est aussi vrai pour le cloud. Donc j'ai beaucoup de clients qui se sont mis dans le cloud, à travers des équipes, par exemple, de développeurs qui sont partis un petit peu tout seuls, c'est le fameux shadow IT, et qui ont pu, s'engager dans le cloud en même en utilisant des cartes de crédit personnelles, en lançant des petits workloads et des choses comme ça. Mais ensuite, quand on parle du vrai enterprise qui arrive dedans, là, ça marche plus du tout parce que les gens ont commencé à déployer des VPC ou des VNet un petit peu n'importe comment, sans vraiment sécurité et sans vraiment, architecture qui avait été, définie d'une manière robuste. Donc en fait, c'est pour ça que, là, c'est encore le bon moment de définir son architecture réseau et sécurité dans le cloud, parce que même si les entreprises y sont allées, c'est pas encore les vraiment, workloads qui sont critiques, qui rapportent énormément d'argent. Donc c'est encore le moment et c'est pour ça que les gens, les vraies équipes réseau qui avaient fait le réseau on-prem, là, sont redirigés vers le cloud par leur management pour leur dire: «Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On est en train d'être vraiment sérieux dans le cloud. On a besoin d'une architecture et c'est maintenant que ces architectures sont en train d'être définies». Alors justement, si on parle d'architecture, déjà, moi j'ai encore une question qui vient souvent de mes clients. C'est Mathieu, bon ok, j'ai compris, mais en fait j'ai pas compris. C'est comment ça on fait du réseau sur le cloud public? Moi, Google, quand ils m'ont appelé pour aller chez eux, ils m'ont dit c'est fini, tu appuies sur un bouton, tu déploies et ça fonctionne. Et donc c'est là où c'est important de bien comprendre où Aviatrix intervient. On va intervenir entre la partie applicative et la partie access, où on va vraiment se poser sur les clouds publics, hein, on parle de on top of the cloud, d'accord, pour apporter quelque part un framework, et Nicolas l'a dit, on apporte un framework, une plateforme transverse, quel que soit le cloud
que vous allez choisir. Donc, on parle de multi-cloud transit, hein, et sur lesquels on va apporter 4 grands pans. On va apporter un premier pan qui est lié à toute la partie réseau, d'accord? Donc, du routage, de la dynamique, la gestion des multi-accounts, des multi-régions, de la haute disponibilité, on verra après. On apporte tout un pan de service sur la partie sécurité. Je veux chiffrer, je veux gérer l'accès à Internet, donc l'ingress, egress. Je veux gérer les accès aux users, je veux faire de la segmentation réseau. Comment je le fais? On a un troisième pan, c'est la partie opérationnelle. Une fois que j'ai mis mes réseaux, une fois que j'ai mis ma sécurité, comment je le supervise? Parce que j'ai bien un moment où ça va marcher peut-être pas bien. L'erreur est humaine, on peut commettre des erreurs. Donc, je veux comprendre ce qui se passe, je veux savoir qui communique avec quoi, hein. Et puis enfin, les clients les plus matures vont commencer à nous voir après sur ce qu'on appelle les service insertion. C'est de se dire, voilà, j'ai compris, j'ai monté mon architecture, je le maîtrise. Maintenant, je vais aller un peu plus loin. Je vais aller me connecter avec mon écosystème, comme les Palo Alto, les Datadog et autres, pour aller générer des logs et leur envoyer. Ou je veux pouvoir insérer du firewalling directement dans le cloud public pour que certains flux soient redirigés dessus parce que c'est des flux critiques et que je veux une inspection de niveau 7 via un firewall de nouvelle génération. Voilà. Donc voilà ce qu'on va proposer à travers la plateforme et on va rentrer dans le détail sur les prochaines slides, comment on le fait. Alors à ce moment-là, souvent, la question c'est, ouais, mais je ne comprends pas, il y a des gens qui font du SD-WAN et tout ça. En fait, aujourd'hui, comment on va fonctionner? On se met donc on va bâtir ce multi-cloud networking et donc on va être dans le cloud public et on va s'appuyer sur la partie connectivité, on pourra s'appuyer sur des acteurs tierces. Comme quoi? Comme par exemple des gens qui vont tirer les direct connect, hein. Pourquoi? Parce qu'à un moment, si on veut avoir de la performance, si on veut avoir la latence faible, on va aller louer un direct connect. Donc là, on loue le lien physique et nous, on va se mettre par-dessus. Ou on peut avoir des clients qui décident d'avoir du SD-WAN ou du SASE parce que c'est des choix qu'ils ont déjà fait et qui vont se connecter avec. Et donc, nous, on va pouvoir piloter aussi cet écosystème pour pas simplement être en contradiction avec eux dessus. On va pouvoir les intégrer dans tout ce schéma d'automatisation. Nicolas, en fait, moi qui travaille aujourd'hui avec des clients qui utilisent des solutions SD-WAN pour connecter les agences vers les sièges, etc. Donc, est-ce qu'une solution SD-WAN pourra jouer le même rôle en fait que la solution Aviatrix? C'est-à-dire que je peux mettre en fait mes boîtiers SD-WAN virtuels dans un VPC ou dans un VNet et faire le même rôle d'Aviatrix. Merci pour ta question, Driss. C'est une super question parce qu'elle revient tout le temps. On n'est pas du tout en concurrence avec SD-WAN, au contraire, on est très complémentaires. Parce que SD-WAN est toujours là pour amener les branches, pour amener les différents environnements on-prem vers le cloud. Et ça, on n'a pas prétention de les remplacer. Ils font un super boulot pour ça. En revanche, ils sont là pour amener à la bordure du cloud. Mais ensuite, une fois qu'on est dans le cloud, qu'est-ce qui se passe? On va pas juste s'accoster directement dans les VPC où il y a toutes nos applications, parce que de toute façon, il y en a plein. Et donc c'est là où Aviatrix intervient. Donc en fait, c'est extrêmement complémentaire avec SD-WAN, c'est-à-dire que SD-WAN va arriver à la bordure du cloud et nous, on va s'accoster avec les routeurs, par exemple les VH routeurs de Viptela, qui vont être juste à cette bordure. Ensuite, Aviatrix va s'occuper du réseau et de la sécurité à partir de la bordure jusqu'à le reste du cloud, donc tous les VPC, tous les VNet et le transit et tout le reste de ces choses. D'accord. Très clair, merci. Alors, rentrons un peu plus, maintenant qu'on a dit ce qu'on faisait, rentrons un peu plus sur les composants justement qui font la solution à Matrix. Alors, la première chose, avant de rentrer dans les composants qui est important de comprendre, c'est Aviatrix, on a des questions qui arrivent, c'est est-ce que c'est une solution SaaS ou pas? Alors, quand on dit solution SaaS, c'est-à-dire est-ce que j'ai quelque part, est-ce qu'Aviatrix a monté son propre cloud pour aller mettre en place ses services de backbone, de sécurité, de pilotage, et est-ce qu'on demanderait à nos clients d'aller se connecter finalement sur notre propre réseau qu'on aurait monté pour fournir des services réseau? Non, ce n'est pas notre approche. On a une approche qui n'est pas SaaS. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on est dans les marketplaces. Par contre, les clients vont déployer les composants Aviatrix dans leur propre cloud. D'accord? Donc, ils vont déployer nos composants. Ils sont propriétaires de nos composants et ils vont pouvoir les utiliser comme si c'était les siens pour bâtir finalement leur propre plateforme. Donc, c'est une plateforme qui leur appartient. On ne leur demande pas de se connecter à notre cloud à nous avec l'ouverture de ports spécifiques et les problèmes de sécurité qu'il pourrait y avoir. Bien évidemment, on a intégré à Terraform pour tout ce qui est infrascode, etc., mais on en reviendra un petit peu après dessus. Première chose que vous allez faire, vous allez déployer un contrôleur Aviatrix. Alors, c'est quoi le contrôleur Aviatrix?
c'est quelque chose de très compliqué, c'est une VM. Voilà. Donc, c'est une VM, vous allez l'installer, c'est dans la marketplace. Vous l'installez sur un truc qui est très compliqué, ça s'appelle un EC2, si on prend l'exemple de chez AWS. Et qu'est-ce que ça va faire le contrôleur? En fait, c'est le control plane. Ça veut dire que c'est l'interface de management unique, j'insiste, unique, qui va vous permettre d'aller configurer l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme. Une fois que vous l'installez où? Dans un VPC ou dans un VNet ou un VCM. Une fois que vous avez installé le contrôleur d'Aviatrix, vous allez installer des gateways. Donc, qu'est-ce que c'est des gateways? Très compliqué, c'est aussi des VM. Et ces VM-là, vous allez les installer où? Dans les VPC, d'accord, pour en faire office quelque part de sorte de virtual router, hein, si je fais un peu l'analogie par rapport à l'on-premise. Donc, ça va permettre de faire la communication in and out de la partie VPC, VNet ou VCN. Et on va les connecter à d'autres gateways, plutôt dans un mode hub and spoke, pour finalement bâtir votre plateforme de réseau et de sécurité. Ensuite, si vous souhaitez avoir des services annexes, typiquement ce qu'on appelle les services d'insertion, donc je rajoute un firewall dans le flux de transit à l'intérieur même de mon cloud public, on va pouvoir en effet connecter vos firewalls nouvelle génération sur les gateways. On va aussi pouvoir se connecter sur votre design existant. Comme je dis souvent, les clients n'ont pas attendu Aviatrix pour déployer sur le cloud. Donc, quand un client décide de faire un choix Aviatrix, il y a déjà tout un existant qui existe. Et donc, on va bien évidemment pouvoir connecter ce qu'on appelle les native constructs directement sur les gateways d'Aviatrix pour aussi les intégrer dans cette partie transit et sécurité. Et puis, une fois qu'on a fait ça, l'étape numéro 4, c'est d'installer Copilot. Donc, Copilot, là aussi, c'est une VM que vous allez déployer. Et par rapport à ça, cette VM-là va pouvoir vous apporter toute la partie visibilité, donc tout ce qu'on appelle le Day 2 Operations. On en parlera un petit peu après, surtout on vous montrera une démonstration. J'avance. Dernière slide technique. Alors, c'est quoi, vous savez, dans les termes américains, on a bien parlé de journée. Ma journée to the cloud, c'est quoi la journée avec Aviatrix? La première chose, vous allez commencer avec un cloud provider. Donc, vous faites un choix. Dans mon exemple, c'est AWS. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez déployer les gateways Aviatrix. Donc, en mode hub and spoke, vous allez prendre un premier VPC, vous mettez 2 gateways à l'intérieur. Vous prenez après 2 gateways par VPC, vous les reliez entre elles. C'est le fameux architecture hub and spoke. La même architecture, quelque part, qu'on pourrait retrouver sur un réseau LAN dans un DC, avec le cœur de réseau et les edges, quelque part. Et on va bâtir cette première brique qui va constituer la plateforme Aviatrix. Et on va apporter quoi dessus? On va apporter d'abord toutes les fonctionnalités de réseau. Alors, on appelle ça l'intelligent route, c'est ce qu'expliquait Nicolas tout à l'heure. On va le configurer via un seul point, pas la peine de faire des scripts manuels qu'il faudra après maintenir, qu'on va injecter dans un Terraform et autres. Non, c'est piloté soit le contrôleur Aviatrix de manière centralisée, soit vous décidez d'utiliser un Terraform. Et dans ce cas-là, on va vous donner en fait tous les codes Terraform déjà écrits par Aviatrix pour l'injecter dans le Terraform. Donc, pas besoin de faire des scripts manuels qu'il faut maintenir. Vous faites une modification, tout est propagé de manière automatiquement, beaucoup moins d'erreurs humaines, beaucoup moins de coûts humains à maintenir. Et puis, on reste sur des produits professionnels. Donc, c'est intelligent, ça gère la partie déploiement automatique. Ça va pouvoir gérer des problématiques qu'on citait tout à l'heure, comme par exemple toute la partie IP overlapping, par exemple, et on pourra en rentrer dedans plus tard si besoin. Et quelque chose qui est très bien, c'est que ça va vous permettre aussi de gérer le site to cloud. Bien évidemment, comme le disait Nicolas, vous pouvez utiliser des produits tiers, le SD-WAN ou le SASE, pour vous connecter dans le cloud public. Mais si la connexion dans le cloud public est une problématique pour vous et que vous souhaitez un produit unique capable de le faire, Aviatrix va vous permettre de faire cette connexion de votre DC ou de votre edge, l'agence ou de votre bureau directement dans le cloud public. D'accord? Et tout ça, c'est bien évidemment centralisé, c'est hautement disponible, on peut avoir plusieurs routes et c'est du routage dynamique. Et puis, une fois que vous avez fait ça, donc on crée cette première brique dans votre premier cloud, dans la première région, disons Paris. La première chose que va faire un client, c'est qu'il va ouvrir une deuxième région. Pourquoi il va ouvrir une deuxième région? Parce que si on prend la France, par exemple, souvent on commence en fait avec l'Irlande, qui est une région qui est plus innovante d'un point de vue AWS en termes d'innovation. Et puis, généralement, les innovations arrivent à Paris après coup. Donc, on trouve beaucoup de clients qui ont 2 régions, ou plus, bien évidemment. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est extrêmement compliqué pour aller déployer une deuxième région avec Aviatrix. En fait, on fait un clic droit, on fait un copier, et on fait un clic droit, on fait coller. En fait, on va copier-coller
le même design que l'on a monté sur la région 1, sur la région numéro 2, avec un hub and spoke, et on va faire communiquer les hubs entre eux en full mesh pour que finalement, ces cœurs de réseau, quelque part, virtuels, puissent communiquer entre eux. Et là, la force du produit, c'est que vous allez pouvoir faire discuter des instances entre elles qui ne sont pas, un, dans le même VPC, deux, qui ne sont pas dans les mêmes comptes. Et on trouve des grandes organisations, souvent, elles ont beaucoup de comptes parce que c'est des comptes par BU. Et souvent, c'est compliqué d'aller faire discuter les instances entre elles. Mais on va aussi pouvoir faire discuter les instances au niveau de 2 régions, 3 régions ou 4 régions séparées au sein du même cloud provider. Et ça, pour beaucoup de clients, c'est déjà compliqué. On a des clients en France dessus, donc un éditeur de logiciels basé à Toulouse qui a fait le choix Aviatrix. Il est monocloud, il est multi-région. Pourquoi? Parce qu'il fait du développement en France, en Asie et aux États-Unis. Et il avait des difficultés à pouvoir manager simplement et déployer simplement quelque part sa communication et ses VPC au sein de la planète. Et donc, finalement, il a utilisé Aviatrix pour gérer ce réseau intelligent. Et vous vous souvenez, au début, je parlais de la première brique, c'était la brique réseau. La deuxième brique qui arrive, c'est la brique sécurité. Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire après en étape numéro 2 avec Aviatrix? La première chose que vous allez pouvoir faire, c'est faire ce qu'on appelle du end-to-end encryption. Ça veut dire que vous allez pouvoir appliquer une politique de zéro trust et de dire je veux que tous mes flux soient chiffrés ou que certains flux soient chiffrés de bout en bout entre les différents VPC, voire même entre le DC jusqu'à certains VPC. Et on va pouvoir ajouter aussi ce qu'on appelle le HPE pour High Performance Encryptions, c'est-à-dire de pouvoir chiffrer à la vitesse wire speed directement dans la partie site to cloud entre le DC et le cloud public. Donc, on va pouvoir chiffrer typiquement, si vous souscrivez à un Direct Connect qui fait du 10 gigas, on va pouvoir chiffrer directement à 10 gigabits sans latence. Et ça, j'insiste, c'est la seule solution du marché aujourd'hui qui est capable de pouvoir faire du chiffrement à 10 gigas sans latence pour que l'ensemble de votre trafic soit sécurisé. Ensuite, le deuxième use case de sécurité que l'on voit arriver, c'est ce qu'on appelle la segmentation réseau. C'est de se dire, c'est bien beau, j'ai déployé dans un même cloud plusieurs régions, mais j'ai plusieurs VPC. Mais je veux limiter les communications entre les différents applicatifs dans ces VPC-là, mais parce que je ne veux peut-être pas que le dev discute avec la prod, ou je ne veux pas que des applicatifs finance puissent discuter avec des applicatifs RH. Voilà. Et donc ça, là aussi, c'est compliqué à manager, et ça, vous le pilotez via une même interface, le contrôleur Aviatrix. Le troisième cas d'usage, c'est le cas d'usage des clients qui disent, voilà, d'un point de vue sécu, je veux injecter le firewall dans mon flux. Je veux que tous les flux soient pilotés et contrôlés par mon firewall, mais je ne veux pas l'installer on-premise parce que vous n'allez pas avoir tous les flux qui vont repasser sur le on-premise pour être analysés puis renvoyés dans le cloud public. Et donc, on veut l'injecter directement dans le flux. Avec les solutions du marché, c'est assez complexe, c'est assez manuel à faire. Mais là, finalement, le design est déjà validé. On a les designs copier-coller, pareil, et vous allez pouvoir le faire sur la région 1 et le copier sur la région numéro 2, piloter là aussi de manière centralisée via le contrôleur ou déployable automatiquement via Terraform. À ce moment-là, généralement, on avait une question, c'est la question de la partie Internet. Comment je fais pour accéder à Internet? La première chose qu'on va pouvoir faire, c'est que j'ai des clients qui vont me dire, dans ce cas-là, maintenant que j'ai inséré mon firewall dans ma chaîne de transit, je vais pouvoir finalement le connecter à Internet et faire en sorte que le trafic Internet sorte par mon firewall dans le cloud public. Ou on a des clients qui disent, non, moi je veux que mes VPC accèdent directement sur Internet. Prenons un exemple, des VM Windows qui doivent pouvoir accéder à Windows Update. Et généralement, les outils qui sont fournis par les cloud providers publics, c'est des sortes de whitelist avec des IP fixes. Alors, IP fixe, quand on est sur des domain names qui changent de manière régulière, c'est compliqué à manager. Ou alors, ils doivent installer des firewalls dans les VPC ou installer des proxy squid. Mais là, si on commence à avoir autant de proxy squid ou autant de firewalls qu'on a de VPC, ça devient vite compliqué et coûteux aussi à manager, puisqu'il faut acheter les solutions. Donc là, on va pouvoir piloter ça via là aussi Aviatrix, un contrôleur, et on va gérer le FQDN. Donc, on va se baser en fait sur des domain names pour le gérer de manière beaucoup plus dynamique. Le dernier cas d'usage qui va arriver, c'est la partie accès VPN. On voit de plus en plus de clients qui ont besoin d'accéder en direct dans le cloud public, qui ne veulent pas passer par le on-premise pour finalement être redirigés dans le cloud public. Pourquoi? Parce que c'est des développeurs qui développent directement sur les applications dans le cloud. Et ces développeurs, des fois, ils sont en déplacement ou ils sont basés n'importe où dans le monde. Et quand ils sont à Singapour, ils n'ont pas envie de monter un VPN qui va se connecter à Paris, puis qui va les ramener à Singapour.
Ce qu'ils ont envie, c'est de se connecter en direct à Singapour. Et donc, on va pouvoir fournir ces services de user VPN, hein, donc c'est du VPN SSL. Et la magie, c'est qu'on va pouvoir rajouter dessus la politique de sécurité associée en fonction des règles d'accès pour limiter ces développeurs ou ces populations en fonction de leur groupe, leur dire bah, tu as accès uniquement à des applications de sécurité, de réseau, de RH, ce genre de choses. Le troisième pan, quand j'ai passé à la partie sécurité, tu avais une question, Driss? Ouais, j'ai une question en termes là. Si par exemple mes développeurs se sont déjà lancés en fait dans le cloud, ils ont commencé à créer leur machine, etc. Est-ce que je peux toujours intégrer la solution Aviatrix? C'est-à-dire au milieu de chemin, intégrer la solution Aviatrix pour mettre un petit peu de l'ordre en fait de l'architecture, dans l'architecture. Alors oui, en fait, c'est comme je disais tout à l'heure, nos clients n'ont pas attendu Aviatrix pour aller dans le cloud. Donc en fait, j'ai presque envie de dire 100% de nos clients ne nous ont pas attendu. Ils ont déjà déployé des architectures, ils ont déjà déployé des applications. Et en fait, on va commencer souvent par un premier cas d'usage. Donc on peut avoir un premier cas d'usage d'un client qui dit bah, je vais d'abord vous utiliser sur le user VPN, ou je vais utiliser uniquement sur le site to cloud ou le chiffrement du site to cloud. Certains vont commencer simplement par aussi l'egress, tu vois. Donc ça, on peut se greffer déjà sur des designs déjà faits. Après, si les clients ont déjà utilisé, pour ne pas le nommer, chez AWS, le Transit Gateway AWS, on va pouvoir en effet se connecter au Transit Gateway déjà existant pour l'intégrer et se dire, bah, il y a un existant, pour l'instant, on n'y touche pas. Et toute la partie nouvelle application va être créée sur le nouveau design de référence. Et après, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va y avoir au fur et à mesure du temps, potentiellement, un décommissionnement de la Transit Gateway d'AWS vers la gateway et le fonctionnement d'Aviatrix. Donc, ça se fait au fil de l'eau, en fonction des cas d'usage, mais en effet, l'un n'oppose pas forcément l'autre. Tu veux rajouter quelque chose peut-être, Nicolas? Ouais. Ouais. Non, c'est bon. Vas-y. Et avant, vas-y. Ouais, ma deuxième question, c'est concernant le sizing. Pour toi, Nicolas, je veux bien installer la solution Aviatrix, d'accord, mais je ne sais pas en fait quelle machine, je suis chez Amazon, quelle machine EC2 que je dois choisir. Je ne connais pas le sizing. Est-ce que Aviatrix a le moyen de me dire la machine qu'il me faudra en fait pour pouvoir déjà crypter et décrypter le trafic et gérer le routage intra et inter-cloud? Ouais, absolument, merci, merci encore pour ta question. C'est vraiment très simple, ça dépend de quel degré de performance on a besoin d'obtenir de la part d'une gateway. Là où la solution est très intéressante, c'est que c'est nous-mêmes qui avons écrit le code des gateways, qui est donc notre routeur dans le cloud, qui s'occupe du data plane, et donc on l'a fait d'une manière qui est extrêmement efficace. Ce qui nous permet en fait d'avoir des gateways qui peuvent être très très légères. Aussi petites que des T2 Micro, qui est d'ailleurs une instance qu'on peut utiliser gratuitement pour faire des essais. La gateway peut être T2 Micro dans AWS, peut être de taille extrêmement minime, et bien sûr, ensuite on peut la faire grandir en fonction de la quantité de trafic qui doit transiter par cette gateway. D'accord, d'accord. Une dernière question, je suis désolé Mathieu. Une dernière question. Là, je vois clairement qu'il y a le contrôleur Aviatrix. Par exemple, je l'ai en fait chez Amazon. Demain, j'ai créé un autre cloud, je suis allé dans un autre cloud, par exemple Google ou Azure. Et est-ce que, en fait, donc, c'est-à-dire, j'ai bien compris que le contrôleur, en fait, il va pouvoir gérer les autres clouds, mais si je perds, en fait, toute la région d'Amazon, comment je vais pouvoir, en fait, récupérer et utiliser, en fait, mon contrôleur chez Azure? Il faut que je démarre une nouvelle machine, comment je récupère le backup, etc., pour pouvoir, en fait, continuer à fonctionner et continuer à gérer mon réseau cloud. Mmh. Ouais, ouais. Alors premièrement, il y avait d'ailleurs une question sur le Q&A, donc je vais en profiter pour y répondre. Hem, Premièrement, si le contrôleur tombe, le trafic continue de transiter. D'accord? Le contrôleur n'est absolument pas dans le data plane. Le contrôleur est juste là pour programmer les gateways. Quand les gateways sont programmées, elles sont capables complètement indépendamment d'envoyer et de recevoir du trafic. Ensuite, il y a un système de backup automatique qui est, fait, très régulièrement et à chaque changement par le contrôleur. Donc si on venait à perdre le contrôleur, déjà premièrement, il y a un système de haute disponibilité. C'est-à-dire que si le contrôleur tombe, il y en a un autre qui est prêt à reprendre la main. Ensuite, si on avait une région entière qui tombait,
sachant que c'est un événement que j'ai rarement vu parce qu'il y a déjà des zones de disponibilité, il y a des availability zones dans une région. Donc déjà, en général, on peut s'appuyer sur une autre availability zone. Après, si un contrôleur venait à tomber et qu'on voulait le relancer dans un autre cloud, aucun problème. On peut le relancer et le restaurer. Ça s'appelle une restauration de contrôleur à partir de la backup qu'on aurait. Et il pourrait, dans ce cas-là, juste se reconnecter au gateway sans problème. Donc, ça veut dire que je dois installer, garder le backup dans les différents clouds que j'ai pour pouvoir le restaurer de manière facile. Ouais, le backup, c'est juste un fichier encrypté, donc il peut être n'importe où, il peut être sauvegardé même on-prem ou sur du S3 ou sur n'importe quel système de stockage. C'est clair. C'est clair. Moi, j'ai une Nickel. question par rapport au licensing. Comment ça se passe? Demain, je suis intéressé par votre solution. Comment ça se passe? C'est-à-dire, il y a un produit qui fait tout ou je dois acheter par rapport à mes besoins des licences qu'il faut? Comment ça se passe par rapport à cette partie de licensing? Alors, je ne crois pas que j'ai intégré la slide à la fin, donc je vais anticiper dessus. En fait, donc déjà, on repère une chose, on a deux types de modes, mais le premier mode qui va être le plus simple, c'est on est sur un mode on demand, donc on paye à l'usage. Si je simplifie pour tout le monde, on va payer par rapport à la connexion. Donc, prenons un exemple, j'ai un VPC, donc un spoke, j'ai une gateway, c'est un hub, je vais avoir deux liaisons entre mon hub et mon spoke pour des questions de résilience. Hein, j'en prends deux pour le achat. Donc, en fait, ça me fait deux connexions. D'accord? Voilà. Et en fait, on va facturer la connexion. D'accord. Voilà. Et après, on a un prix à l'heure à la connexion vient s'ajouter typiquement un tarif complémentaire sur la partie accès VPN. Mais si vous voulez après avoir typiquement la segmentation réseau, ce n'est pas un prix supplémentaire, puisqu'en fait, on va facturer qu'à la connexion. Et après, Ok, si tu veux décider de chiffrer, ben, tu chiffres. Si tu ne veux pas chiffrer, tu ne chiffres pas. Si tu ne veux pas la segmentation, tu ne la prends pas. voilà, c'était dans ce sens ma question. Est-ce que si je veux chiffrer ou pas chiffrer, c'est le même coût au final pour le client Oui, final? oui, Très bien, tout à ok, fait. merci. D'accord. On est bon? On te laisse continuer, Mathieu. Oui. Ça marche. Sans le but, hein, le webinaire, messieurs, il est fait pour vous. C'est vous drivez la communauté et j'imagine que les questions que vous avez, vous n'êtes pas les seuls à l'avoir. Donc, au contraire, c'est très intéressant. Alors, première étape, on est sur le côté réseau. Deuxième étape, on fait le côté sécurité. Troisième étape, c'est le day-to operations. Et donc là, on est encore monocloud. Hein. Vous avez bien vu qu'on a constitué différentes régions, on a mis en place de la sécurité, on a mis du routage dans tous les sens. Ça peut être un peu challenging de comprendre ce qui se passe et de le troubleshooter. C'est là où on en vient. Aviatrix va vous fournir tous les tableaux pour aller piloter ce qui se passe. Donc, on va avoir la topologie en temps réel, on va avoir la vue des flux, on va pouvoir faire, vous savez, des choses hyper compliquées, trace route, ping. Mais moi, je vais vous raconter un truc. Moi, quand je suis arrivé chez Aviatrix, alors moi, j'ai un cursus réseau, hein, donc j'ai un diplôme d'ingénieur réseau, longue vie derrière moi. Maintenant, je suis dans le côté option de la force, côté commerce. Et quand j'ai découvert que les cloud providers aujourd'hui ne fournissent pas d'outils de ping, alors que j'ai vécu toute ma vie avec un simple ping pour savoir comment ça faisait pour accéder, je suis outré. Voilà, je suis sidéré, je suis tombé de ma chaise. Et donc, ces outils que je considérais basiques, finalement, sont maintenant considérés comme des produits enterprise grade parce que finalement, on ne les trouve pas sur les cloud providers. Voilà. Et donc, on va avoir besoin de tout ça pour comprendre ce qui se passe. Et je vais m'arrêter là parce que Nico fera une superbe démo après. Donc, autant que je ne lui casse, je vais le laisser faire après. Alors, Mathieu, si je peux faire une petite parenthèse sur ce point, si c'est possible, bien parce que sûr, c'est un point extrêmement important, tu as raison. Beaucoup de gens pensent que, par exemple, un transit gateway d'Amazon euh, a de la visibilité, alors qu'il en a très peu. Alors que c'est un composant fondamental, c'est notre composant, c'est notre routeur fondamental de transit qu'Amazon propose d'utiliser. On peut pas faire de ping. D'accord? Bien sûr, on peut faire transiter un ping de bout en bout, mais on peut pas faire un ping du transit gateway, il n'apparaît pas dans un traceroute. On peut pas faire une capture de paquet sur ce qui est pourtant le hub fondamental de notre réseau. Et pourquoi? Parce que, c'est un composant qui est complètement caché, on appelle ça une boîte noire. On n'a aucun accès à ce composant et ça fait quand même très, très mal, parce que quand on est ingénieur réseau, qu'on va être appelé dans la nuit pour troubleshooter quelque chose qui passe pas, s'il nous manque complètement cette visibilité fondamentale, c'est très, très difficile. La raison pour laquelle, Amazon ou les autres peuvent pas le faire, c'est parce qu'ils ont tellement de clients qu'ils doivent gérer. C'est en fait des ressources qui sont partagées.
Donc non seulement il manque de la visibilité sur le troubleshooting, mais il manque un contrôle. C'est-à-dire que c'est pas une ressource qui vous appartient. Le Transit Gateway ou le VPN Gateway, c'est des ressources qui sont partagées, d'accord? Et donc c'est très dur aussi d'avoir des garanties là-dessus. Et c'est pour ça que Mathieu insistait sur le point précédemment où, les composants d'Aviatrix sont à vous. Ils sont déployés dans votre compte, ils sont purement sous votre contrôle et purement pour votre usage exclusif. Tout à fait. Alors, je continue. Le premier pan, le réseau. Deuxième pan, la sécu. Troisième pan, la partie operations. Donc ça y est, j'ai bâti ma plateforme réseau, sécurité réseau et pilotage pour mon premier cloud qui est AWS. Dans une vie normale, sans Aviatrix, je dirais dans une vie anormale plutôt, sans Aviatrix, lorsque le client va décider de déployer et d'ouvrir un deuxième cloud, qu'est-ce qui va se passer? Tout le fait sur mesure, quelque part, qu'il aura fait avec AWS, il est bon pour jeter à la poubelle et il va refaire un sur mesure pour Azure. Parce que le design d'Azure, les API, la façon de faire, n'est absolument pas pareil que chez AWS. Et donc, il va devoir remonter quelque part du fait maison avec des composants potentiellement différents, managés différemment pour arriver à le faire. Et puis après, il va ouvrir une troisième région et c'est pareil, il va devoir le refaire à la maison, do it yourself, avec des scripts à maintenir. Et puis le jour où il faudra qu'ils maintiennent l'ensemble de ces trois clouds en même temps, avec des designs différents, des façons de manager différentes, pas de pilotage centralisé, pas de supervision supervisée, c'est le moment où tout s'écroule. Voilà. Et c'est là où on va trouver, et c'est ce que j'appelle moi la cerise sur le gâteau, hein, c'est là où on va trouver tout le potentiel d'Avatrix, c'est quand on va décider d'ouvrir différents clouds. Et qu'est-ce qui va se passer avec Aviatrix? D'un point de vue réseau, c'est ni plus ni moins que faire un copier-coller. On va copier-coller la même architecture qu'on a designée chez AWS et on va le designer chez Azure. On va faire un copier-coller sur Azure, sur Google et sur Oracle sans trop se poser de questions. C'est simple. C'est-à-dire qu'en quelques jours, vous déployez votre nouvel environnement, une nouvelle landing zone chez Azure en quelques clics et vous pouvez déployer vos VM. Et ça sera géré d'un point de vue réseau, ça sera géré d'un point de vue sécurité, ça sera supervisé et on saura ce qui se passe de bout en bout. Donc ça, c'est une force incroyable. Et en fait, ce que je dis, vous avez virtualisé quelque part le réseau entre les différents clouds. Ça veut dire qu'on a un réseau, c'est le vôtre. Et finalement, que vous soyez chez Azure, chez AWS, finalement, ça ne fait même plus aucune différence pour vous. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? En un clic, vous allez pouvoir étendre le chiffrement de bout en bout. En un clic, vous allez pouvoir étendre toute la politique de segmentation réseau. En un clic, vous allez pouvoir éventuellement rajouter des nouvelles règles avec une interconnexion physique pour gérer typiquement de la high availability au niveau des accès réseau. Si je perds un lien, ça passera peut-être plutôt par le MPLS plutôt que par autre part. Voilà. Vous allez pouvoir détendre toute la partie firewalling pour avoir la même architecture avec les firewalls intégrés dans les différents cloud providers. Je vais pouvoir en un clic rajouter mes accès à Internet, gérer la sécurité Internet efficace de la même façon centralisée. Je vais pouvoir ajouter mes users VPN et appliquer la partie sécurité. Donc, c'est un peu ce que j'appellerais la technologie one-click. Moi, je suis un ancien d'une société toujours en X et j'ai été nourri et grandi et élevé avec la partie X, one-click. Voilà, en un clic, vous allez pouvoir tout déployer. Et pour répondre à ta question tout à l'heure, Driss et Hicham, si ton client, en effet, cherche à avoir, et il a un historique cloud native, comme on le voit sur le schéma à gauche, on va pouvoir en effet lui connecter sa gateway qui est en blanc, qui est le TGW d'AWS dessus, pour se raccrocher finalement à cette plateforme réseau qui est pilotée par Aviatrix. Et donc là, on reprend nos fondamentaux. On est bien sur du multi-cloud, on est bien sur du network and security architecture qui est la même. Et donc là, ce qu'on vous propose à ce moment-là, c'est simplement de reprendre le contrôle du réseau dans le cloud. Ce n'est pas parce que on vous a tous dit, et moi le premier, hein, c'est facile, tu appuies sur un bouton, tu déploies ton cloud, il marche, et il n'y a rien à faire, que c'est vrai. Je dis toujours, moi, à mes clients, est-ce que vous êtes prêts finalement à bâtir et à mettre vos applications sur des fondations où c'est de l'argile? Non. Si on veut une Ferrari, la Ferrari, elle ne peut pas rouler sur une terre en argile, elle doit rouler sur un circuit de F1. Ce que vous devez bâtir quelque part pour vos applications, c'est avoir un socle robuste pour gérer le réseau, la sécurité, le pilotage, quel que soit le cloud, et le faire de la même façon pour ne pas réapprendre finalement à chaque provider comment ça fonctionne et donc réinventer la roue. Nicolas, tu veux rajouter quelque chose avant la démo?
Oui, je veux bien rajouter quelque chose, merci. Ce que je voudrais rajouter, c'est que je voudrais faire réaliser aux gens qu'Avetrix est un overlay. Et donc s'il y a des gens qui ont été exposés à des overlays, par exemple VXLAN on-prem, Aviatrix, c'est exactement le même concept. D'ailleurs, en fait, Aviatrix, on a beaucoup de gens, moi je viens de Cisco et je faisais beaucoup de VXLAN et de Cisco ACI. On a énormément de gens qui viennent de VMware NSX. Et en fait, le président d'Aviatrix et beaucoup de gens sont les gens qui ont fondé Nicira, qui est la startup qui a été acquise par VMware et qui est devenue NSX. Là où je veux en venir, c'est que la différence, la seule différence en fait, c'est que NSX ou ACI ou du VXLAN on-prem s'appuie sur un underlay qui est un data center physique. Aviatrix fait quelque chose de similaire en fait, sauf que l'underlay est le plus grand underlay qui a jamais été créé dans le monde, et c'est le cloud. Donc en fait, on utilise le cloud comme underlay et on construit notre underlay au-dessus de cette infrastructure. Donc pour ceux qui ont fait du VXLAN, les gateways sont équivalentes à des VTEP. D'accord? C'est l'entrée du tunnel. À l'intérieur du VPC, une instance dans le VPC va envoyer le trafic vers la gateway va le prendre, va l'encapsuler, le faire faire partie de notre overlay et gérer l'overlay, gérer le control plane, gérer le traffic engineering et encrypter tout l'overlay. D'accord? C'est vraiment ça l'idée. Nicolas, on a une Euh, question intéressante dans le Q&A. ouais. Quelqu'un qui veut chiffrer le flux entre le on-prem et le cloud, quels sont les Ouais. prérequis? Qu'est-ce qu'il doit installer dans le on-prem? Une VM Aviatrix aussi ou quels sont les prérequis? Alors pas forcément. Déjà, ça dépend en fait du niveau de performance chiffré qu'on a besoin d'obtenir. Beaucoup de clients, si c'est simplement des branch office, on peut simplement monter des tunnels IPsec en utilisant l'internet public. Et ça, on peut monter déjà à quelques gigas, hein, dans certains cas. On peut faire prendre un ESR ou ce genre de routeur et faire monter de l'IPsec. Ensuite, s'il s'agit de chiffrement avec des performances beaucoup plus importantes, typiquement sur du Direct Connect ou du Azure Express Route, dans ce cas-là, il y a en effet un composant Aviatrix qui s'appelle CloudN, qui est une appliance qui va aussi être sous forme de VM, c'est un roadmap un peu plus tard dans l'année, qui est déployé on-prem et qui a la technologie Aviatrix qui permet de faire ce chiffrement à très très haut débit. Donc en fait, très simplement du line rate. Donc si on a un direct connect à 10 gigas, on peut de cette manière faire du chiffrement à 10 gigas depuis on-prem jusque le cloud. Merci Je bien. vois une autre question peut-être que je pourrais prendre sur le Q&A, ça te dérange pas, Mathieu? Non, 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 non. Au contraire, autant que ça reste dynamique. D'accord. Je vois que donc la question est la suivante: je vois qu'on est dans une logique plutôt, IT as a service. Avons-nous des intégrations avec des PaaS ou des SaaS de façon native? En fait, c'est ça ce qui est génial avec Aviatrix, c'est que pour nous, ça reste du trafic. D'accord? Donc s'il y a des PaaS ou des SaaS, pas de problème. On peut juste, prendre ce trafic et le mettre dans notre réseau et le transférer on-prem sur d'autres régions, sur d'autres VPC. Ouais, d'accord. Et une autre question de Ossaman Lafati, c'est comment se fait le raccordement Native Mmh. Gateway? C'est une Gateway Aviatrix API. Mmh. Quel type? Est-ce que c'est en temps réel? Qu'est-ce qui garantirait que l'ancienne Gateway continue à traiter du trafic et potentiellement pas bien routé? Ouais, bonne question. Bah, c'est qu'en fait, Aviatrix, on a une connaissance le contrôleur, c'est très, très bien géré, les composants natifs. Par exemple, AWS a un TGW, d'accord? Le Transit Gateway d'AWS et en fait, on a une fonctionnalité pour orchestrer ça. Donc en effet, on le pilote à travers des API et on est capable de programmer toute l'étape de routage, tout le control plane dans ce Transit Gateway si des clients souhaitent le conserver, ils vont perdre plein de fonctionnalités parce qu'ils n'auront pas tous les avantages des gateways Aviatrix, mais aucun problème pour une migration ou même le laisser sur le long terme s'ils préfèrent. Donc on peut le mixer comme c'est démontré dans le diagramme de Mathieu. C'est-à-dire que Aviatrix comprend à la fois les VPC, les Transit Gateway, les VPN Gateway, et donc permet de faire un contrôle plane unifié à travers tous ces éléments. J'ai une question avant de vous lire la question de Benris elle a dit. En fait, si je sais que le trafic entre mes deux régions est déjà crypté, est-ce que je peux désactiver le cryptage d'Aviatrix Non, on pour ne peut pas pas. avoir deux couches de... D'accord, Non, pour nous, c'est toujours encrypté. Après, il n'y a pas d'accord, d'impact de performance puisqu'on est capable de faire ce chiffrement à un très haut débit. c'est clair.
Il y a des cas où on peut Après, ne pas le crypter, on peut faire du GRE. On n'est pas obligé de faire de l'IPsec si on va on-prem. On a aussi une solution si ça va on-prem de faire du BGP sur du GRE en tant que capsulation qui n'est pas chiffrée. par contre, à des régions, je ne peux faire que des PSEC. Ouais, on n'a jamais vu de clients qui nous ont demandé de ne pas chiffrer en fait. Ça a jamais dérangé les clients que j'ai D'accord. vus que ce soit rechiffré une fois de plus, puisque en fait la performance est là et il n'y a pas d'impact de coût en termes de licence ou de contrat. D'accord. Donc, Benissa, il demande si vous avez des références en France qui utilisent vos produits. Je ne sais pas si Mathieu Alors souhaite oui, répondre à cette on, question. on en a, oui, sur les slides. Donc on a on a donc une société qui est basée à Toulouse, qui est éditeur de logiciels pour le bus autonome et le tramway autonome, qui s'appelle Easy Mile. Donc, eux, ils ont accepté qu'on soit pour les sites de manière publique. On a un gros software éditeur de logiciels sur Internet, propriété d'une grosse société française qui commence par un T, qui se termine par un S, dessus. Et on a aussi une banque, mais là, par contre, je ne pourrais pas vous dire. Donc, on a une banque online aussi. Et Et on j'insiste, va, c'est des clients. Et moi, je trouve ça top, hein. C'est des clients qui ont fait le choix d'Aviatrix en fait en nous consommant dans la marketplace sans même qu'il y ait des équipes françaises présentes. ouais, D'accord. et après la démo, on montrera deux use cases aussi. Deux clients qui sont pas français, mais qui ont en fait une présence en France à travers des régions ou des déploiements. C'est votre Ça transition parce tombe que c'est bien la parce que question c'était la question. Ouais. de Johan, ouais, exactement. Ok, ben, je vous propose de continuer alors la suite. Bon, on Ouais, fait la démo? Allez, je te laisse la main. Alors attends, j'arrête le ouais, partage. Hop, et je te laisse la main. d'accord. Alors, laisse-moi partager mon écran. Vous avez la chance de pouvoir d'être virtuellement basé à Santa Clara, dans les bureaux d'Aviatrix, où vous voyez Nicolas en plein travail avec son collègue derrière. Exact. Ok, est-ce que vous voyez mon écran? Tout à fait. Oui. D'accord, très bien. Je vais faire une démo du produit Aviatrix dont Mathieu parlait, qui s'appelle Copilot, donc qui se situe en parallèle du contrôleur et qui donne une visibilité assez incroyable sur les réseaux dans le cloud. D'accord? Donc la première chose qu'on peut voir, c'est notre topologie. En fait, cette topologie, euh, je ne l'ai pas générée moi-même, cette vue. C'est quelque chose qui a été généré de manière complètement dynamique par Copilot. Et donc, ce qu'il me donne, c'est me montre les différentes régions et les différents clouds où j'ai fait des déploiements de mon réseau. Donc là, dans AWS, par exemple, ça c'est sur la côte Est. Et celui-là, pour l'instant, n'est pas connecté à d'autres déploiements. D'ailleurs, on voit que j'utilise un Transit Gateway d'AWS, ce qui répond à une question qui avait été posée avant. Et puis j'en ai un qui est aussi, celui-là est au Canada. D'accord? Et celui-là est US East 2. D'accord? Ensuite, ce que je peux voir ici, c'est que j'ai un autre déploiement AWS avec en fait un ensemble donc de ce qu'on appelle des clusters. C'est une manière de voir plus simplement en fait euh, mes différentes segments applicatifs. D'accord? Donc il y en a un où je fais des lambda functions, donc je fais du serverless. Il y en a un autre qui est sur la gauche où je fais en fait du VPN. Donc j'ai des gens qui se connectent en VPN, des utilisateurs, et d'autres qui en a un pour des workloads de production et d'autres de développement. D'accord? Et ce que je vois, c'est que j'ai créé une connexion vers GCP parce que j'ai besoin de communication entre les deux. Peut-être que j'utilise des services qui n'existent que dans GCP. J'ai besoin de m'appuyer sur ces services. Et donc on voit l'icône Google Cloud qui est affichée juste dans la même vue. Et en fait, Google Cloud lui-même, dans ce cas, est aussi connecté à Azure, dans une autre région de l'ouest des États-Unis. Maintenant, ce qui est sympa, c'est que je peux cliquer sur n'importe quel lien et commencer à voir des choses intéressantes telles que la latence. Et donc là, je peux voir que la latence, bien sûr, à l'intérieur d'Azure est relativement faible. Maintenant, quand il s'agit de se connecter Azure et Google, ça passe sur Internet. Et donc la latence est un petit peu plus élevée. Et donc je peux confirmer que j'ai pas de pic ou que ces nombres sont conformes à ce que je m'attendais à avoir. Ensuite, je peux aussi voir une vue si je veux juste voir du côté du transit. D'accord? Peut-être pas à l'intérieur des clouds, mais là, ok, je peux voir très simplement ce que j'ai. Je peux voir que AWS US East 2 était isolé, mais qu'en effet, j'ai un cluster de ces clouds qui sont connectés ici. Donc je peux me focaliser un petit peu sur l'aspect transit.
Maintenant, si je le souhaite, je peux aussi aller voir du latency monitoring qui est ici d'ailleurs en live et qui nous montre pour toutes les gateways, c'est-à-dire pour toutes les connexions entre toutes mes gateways, les chiffres de latence. Donc là, je peux aller voir si, j'aurais des latences, j'aurais des pics ou j'aurais des choses qui seraient en dehors de la norme et je peux être un petit peu proactif. Bien sûr, il y a aussi un système d'alerte que je vais montrer un petit peu plus tard. Ça, c'est une de mes fonctionnalités que je préfère. Le topology replay, c'est similaire à un magnétoscope, pour ceux qui ont un petit peu de cheveux gris comme moi et qui s'en souviennent, qui sont nés dans les années 80, mais les autres devraient comprendre, les plus jeunes. C'est-à-dire qu'on enregistre tous les changements qui ont été faits dans le déploiement, d'accord? Et ensuite, on peut, choisir des événements en particulier et voir quelle a été la différence. Et là, dans la topologie, ça va nous afficher uniquement les éléments qui sont rentrés en jeu dans ce changement. Alors ça peut être un changement de configuration ou ça peut être un changement dynamique. Par exemple, j'ai un tunnel qui est tombé parce que quelqu'un l'a fait tomber ou il y a un lien qui est tombé. Là, donc je suis en train de comparer ce que j'ai fait à 16h54 et 16h55. Hem, En fait, on peut assez vite comprendre, en regardant sur le côté, qu'il s'agit d'un peering. D'accord? Donc j'ai un peering entre ma gateway AWS et mon autre gateway qui était dans Azure. Ce qui s'est passé, c'est qu'il est passé, on peut voir que le state a fait une transition vers up. Donc c'était le moment où en fait j'étais sur mon contrôleur et j'ai créé un peering. Et donc on peut voir une sorte de diff de toutes les choses qui sont passées. On peut voir que la connexion est montée, on peut voir entre quel gateway et puis, on peut voir d'autres choses. On peut là, je commence à voir qu'en fait des routes ont commencé à être annoncées. C'est-à-dire que le control plane Aviatrix étant dynamique, il a compris qu'un peering s'était passé, donc il a commencé à annoncer les routes entre AWS et Azure. Et donc je peux confirmer si c'était bien les routes que je voulais, ou s'il en manque, ou s'il y a certaines routes qui n'étaient pas censées être là. Et donc comme ça, je peux revenir dans le temps. Et voir si je sais que j'avais un problème hier ou quelqu'un m'a appelé, on peut confirmer et voir toutes les choses qui auraient pu se passer. Ensuite, là, on a cette vue du dashboard qui est une vue d'ensemble du nombre de gateways, du nombre de tunnels qu'on pourra avoir, du nombre de VPC et puis on peut voir un petit peu où se trouvent les différents déploiements qui, dans mon cas, principalement, sont faits aux États-Unis. Ensuite, on parlait de taille de gateway, donc là, je peux voir avec des sortes de camemberts, quels sont les types, quelles sont les tailles principales. Et puis avoir une vue d'ensemble de mon trafic. Là, moi, j'en vois que des pings, donc c'est très minime, mais on pourrait aussi détecter si on avait des pics ou si on avait des choses qui seraient un petit peu bizarres. Ensuite, Flow IQ, c'est ce qui va nous montrer vraiment les flux, d'accord? Toutes nos gateways exportent les informations de flux avec un équivalent du NetFlow, d'accord? Donc là, en fait, on peut filtrer, on peut mettre beaucoup de catégories de recherche pour trouver un flux en particulier sur une période de temps, en particulier si on le souhaite. Et donc quand on va dans la partie tendance, là c'est très sympa parce qu'on peut, voir des tendances pour qu'on puisse être proactif. Par exemple, maybe peut-être que là, il y a eu, un pic de trafic, hem, qui était peut-être attendu ou peut-être pas attendu. Donc là, on peut commencer à voir ce qui s'est passé tout de suite. D'accord, on voit les Nicolas, adresses de source. Oui? il y a excuse-moi de te couper, il y a une question de Benaïssa, il demande s'il y a une possibilité de tester ou simuler en fait une modification et voir les effets de bord avant de l'implémenter en prod. Est-ce que c'est Mmh. possible? De tester, on pourrait la tester avec, c'est une bonne question. Mmh. On pourra la tester déjà avec Terraform, parce que Terraform, il y a un mode dry run, donc il nous dirait un petit peu quels seraient les changements qui résulteraient de la modification. Maintenant, pour ce qui est de tester, les changements qui sont faits sur l'environnement. Après, c'est en fait ce que font la plupart de mes clients, c'est que c'est très simple de faire des tests dans un environnement de lab ou de sandbox. Parce que ça prend littéralement 2 secondes de lancer une gateway, donc c'est plutôt l'approche que prendront les gens. D'accord. OK. Ensuite, si on le souhaite, on peut voir aussi tous les flux. Hem, Avant de voir tous les flux là, ça c'est des sortes de bandes qui sont en fait très utiles parce qu'on peut voir ce qu'on appelle les top talkers. On peut voir qui est le plus important,
qui est en train de communiquer le plus. Et donc l'idée, c'est comme ça, on peut s'assurer qu'on a les ressources appropriées ou peut-être même qu'on peut ajuster le design de nos applications et donc l'équipe réseau peut aller communiquer aux équipes applicatives et leur dire: «OK, moi je vois 2 workloads qui sont en train de se parler beaucoup, mais il se trouve peut-être, regarde, ils sont dans des régions différentes». D'accord? Donc peut-être qu'au lieu d'utiliser, internet, on devrait utiliser des liens privés ou peut-être que même on devrait redesigner l'application, pour peut-être les mettre dans les mêmes régions ou les rapprocher pour baisser les coûts et avoir une meilleure performance. Et puis aussi, on peut s'assurer que tout ce qu'on voit ici, c'est attendu. C'est-à-dire, on n'a pas une machine qui commence à envoyer du trafic, d'une manière complètement inattendue. Ensuite, mais si je veux voir vraiment, toutes mes informations de NetFlow une par une, là, j'ai cette partie Flow Records qui me montre exactement, tous ces détails. Il y a une question de, parce qu'il y a beaucoup de questions qui tombent. La Ah première bon? question, Vas-y. est-ce que la solution Aviatrix fonctionne uniquement avec les hyperscales ou il peut fonctionner avec les autres cloud providers de type OVH, IBM ou autres? Alors pour le moment, on supporte AWS, Azure, Google Cloud, Oracle Cloud. On travaille sur le support pour Alibaba Cloud, parce qu'on commence à avoir beaucoup de demandes qui arrivent de Chine. Pour les autres clouds, non, aujourd'hui, c'est pas supporté et pour être très franc, c'est pas vraiment sur notre roadmap, mais n'hésitez pas à envoyer un message à moi et Mathieu, parler du use case ou du business case et partager le besoin. D'accord. Une autre question qui parle, est-ce qu'on peut mettre de la QoS? Est-ce qu'on peut configurer la QoS? Moi, je sais qu'au sein des clouds, il y a pas de QoS, hein, mais est-ce qu'on peut, dans l'Aviatrix, ajouter de la QoS pour prioriser des trafics? Ouais, actuellement, on n'a pas de fonctionnalité de QoS, c'est pas vraiment une demande qu'on a vraiment vue, mais c'est quelque chose qui était un peu sur notre radar, donc on a commencé à regarder. On sait que c'est possible, peut-être que ça arrivera si on voit vraiment une grosse demande. Hem, on n'a pas vraiment vu ça pour le moment parce qu'en général, les réseaux vont être mis en capacité de sorte qu'il y ait pas de contentieux entre les différents flux. D'accord? Mais particulièrement si on fait du direct connect ou, si on met des VPC, il y a en général pas mal de capacités. Ensuite, si des gens ont des besoins de priorité, en général, ce qu'on voit, c'est qu'ils vont faire du traffic engineering. D'accord? Donc peut-être qu'ils vont faire passer les flux les plus importants sur, une connexion dédiée du type Direct Connect ou ExpressRoute, et les autres peut-être sur un lien VPN à travers internet. C'est ce qu'on voit la plupart des gens Moi, faire aujourd'hui. moi, ce que je réponds à mes clients pour ce type de questions, c'est que la bande passante est moins chère que la QoS. Bah oui, exactement Acheter et de la puis c'est bande passante, c'est moins l'évolution, cher que la QoS. c'est vrai, bah, c'est l'évolution que j'ai vue. J'étais à Cisco pendant longtemps, j'ai fait pas mal de campus et de Catalyst, donc il y avait pas mal de QoS, mais ensuite, quand j'ai commencé à faire du data center, même si les switches, du Nexus et tout ça savaient faire de la QoS, en fait, on avait beaucoup moins de clients qui en faisaient parce qu'il commençait à y avoir des capacités beaucoup importantes et donc QoS était un peu moins nécessaire. Je pense que le cloud va continuer dans cette Ouais, direction. Après, nous, on est ouvert à faire de la QoS s'il y a un vrai besoin pour ça, pas de problème. d'accord. Une autre question, est-ce que cela a peut-être été déjà dit, mais sur quel mécanisme s'appuie l'overlay des gateways? Ah oui, sur C'est-à-dire la quel est communication. Ouais. ouais, Quel protocole vous utilisez? du IPsec, IP sur IP. IP in IP. D'accord. Dernière question. FlowIQ est basé sur Elastiflow. C'est du Je ne sais NetFlow, pas c'est c'est les quoi informations. Elastiflow, mais Je sais pas ce que c'est non plus Elasticflow. Après, on a notre propre software qu'on a écrit pour faire toute cette visualisation, le stockage et tout ça. Sinon, c'est du NetFlow qui nous est envoyé par les gateways. c'est bon. Pas d'autres questions Ouais, hésite pas à pour le me, moment. hésite pas à partager d'autres questions. C'est toujours un plaisir de prendre des questions. OK. Alors ensuite, là et justement, on arrive dans la performance et c'est cool parce qu'il y avait 2 ou 3 questions sur le Q&A, à ce sujet et donc, c'est là où on peut choisir, les gateways qu'on a envie de prendre, choisir un espace de temps
Et ensuite, on peut voir la mémoire, le CPU, sachant que le CPU, c'est ce qu'on utilise aussi pour le data plane. Donc le CPU est pas particulièrement important. Donc là, on peut voir que c'est très raisonnable et en effet, j'ai envoyé que des petits pings. Et donc là, on peut sélectionner nos gateways et on peut voir différentes métriques sur les gateways. Et donc, par exemple, là, je peux en rajouter une autre. Par exemple, je sais que je suis en train de regarder quelque chose entre ces deux régions d'Azure et peut-être Google. Et donc, je peux commencer à voir un petit peu quels sont les graphes et explorer un petit peu tout ça. Maintenant, les routes, ça c'est une de mes fonctionnalités préférées parce que j'utilise vraiment tout le temps. L'idée, c'est que Aviatrix a son propre control plane, qui est très détaillé et qui est aussi multi-cloud. Comme je disais, le cloud n'a pas de control plane en natif. Et donc, même dans une région, c'est en fait très dur. Si on commence à partir sur plusieurs régions, ça devient très compliqué. Là, on a, si vous voulez, cette vue d'ensemble, cette vue complètement globale de notre control plane sur toutes les régions et tous les clouds. D'accord? Donc là, je cherchais une route en particulier, mais on peut juste simplement tout afficher et on peut voir sur toutes les gateways quelles sont les différentes routes qu'on connaît. Donc par exemple, on a ce 10.20.00/16 et on peut voir qu'en effet, on sait accéder à cette route, on va passer par un transit Aviatrix, mais après il faudrait qu'on aille voir le transit pour voir exactement où ça va. Mais du point de vue de cette gateway qui est dans ce qu'on appelle un spoke VPC, on est au courant. Donc ça, c'est très bien. Hem Et on peut voir, toutes les routes sur toutes les gateways, sur, l'ensemble des clouds et des régions. Donc là, j'ai des présences dans Azure et dans Google Cloud. Maintenant, quand on va troubleshooter quelque chose, ce qui est super, c'est qu'on peut chercher une route en particulier. Donc par exemple, ce fameux 10-20, là, en fait, ça me réduit à, uniquement les gateways qui sont au courant de cette route. Donc c'est très bien parce que, je peux déjà confirmer si en effet la bonne gateway a bien la connaissance de la route, c'est-à-dire le control plane, fonctionne comme prévu. Hem, ou alors, je peux aussi me rendre compte que cette route n'était pas censée, par exemple, être sur, une gateway qui est dans une région d'un cloud. Et donc là, je peux commencer à me poser des questions et à aller creuser et réparer mon problème. D'accord? Hem, Maintenant, ce qui est aussi sympa, c'est que on va encore plus loin que ça. C'est-à-dire que si je choisis une gateway en particulier, parce que je sais qu'elle est intéressante pour cette route, alors je peux cliquer là et ça va tout de suite me l'afficher dans ma topologie. Sachant que je pourrais avoir j'ai des clients qui ont 500 gateways. Donc c'est très utile de voir exactement où elle est, quelles sont ses connexions, dans quel cloud, quelle est la latence. Mais ensuite, si je reviens ici, je peux aussi tout de suite la voir dans le Flow IQ. D'accord? Il y a un filtre qui va être mis et tout de suite je peux aller voir, ah d'accord, sur cette gateway, quels étaient les flux. Après, je pourrais même filtrer au niveau du flux si je le souhaiterais. OK? Parlons des routes, en Oui? fait, puisque en fait, chaque opérateur il applique ses limitations au nombre des routes. Par exemple, on a 200 avec AWS et je pense que c'est 4, je sais plus, je me rappelle plus combien. C'est un autre problème. En fait, je me rappelle plus combien chez Azure. Chez vous, je pense que il y a une limite, mais on est vraiment. La question, c'est combien de routes on peut installer en fait dans les gateways Aviatrix. Est-ce Ouais, qu'on a une limitation aussi ou est-ce qu'on peut. on n'a pas de limitation, on n'a pas de hard limit en fait. Contrairement à, comme tu le disais très justement, le scale est très très limité avec les briques natives des cloud providers. Par exemple, pour tous les gens qui ont fait du Direct Connect, le Direct Connect Gateway d'AWS, c'est 100 routes. Donc ça fait mal, Ouais. dans le dans le mauvais sens du terme. Aviatrix, on n'a pas nous, c'est des soft limits, donc ça dépend de la quantité de mémoire qui est disponible sur la gateway. Après, nous, on avait l'idée jusqu'à des dizaines de milliers de routes. D'accord. Donc justement, en parlant de routes, bien sûr, on doit s'intégrer avec les routes qui sont dans le VPC et le VNet. OK? Parce que ça, c'est là où le trafic va arriver d'abord, quand une instance envoie du trafic. Et donc, là, on peut aussi tout de suite voir, cette vue. Alors pour tous ceux qui ont fait un petit peu de cloud, déjà, vous savez que chez AWS, la vue est régionale. Donc si on commence à devoir aller dans des VPC qui sont en différentes régions, à chaque fois, on doit changer la console. Bien sûr, si on commence à aller dans d'autres clouds, là, c'est un désastre absolu parce que c'est des vues et des consoles qui sont complètement différentes. Et donc là, on a cette vue d'ensemble et là, on parle même pas d'Aviatrix. Là, je parle vraiment des routes qui sont nativement dans le VPC. D'accord?
Et donc Aviatrix s'occupe bien sûr aussi de programmer les VPC. En fait, on fait rentrer le trafic dans notre overlay, donc on programme des routes avec le next stop étant notre gateway. D'accord? Et donc là, on peut tout de suite aller confirmer que les tables de routage dans VPC sont correctes. Et pareil, je peux aller rechercher ma route dont on parlait tout à l'heure et faire du troubleshooting d'une manière extrêmement rapide. Extrêmement rapide. Ensuite, Site to Cloud, c'est la fonctionnalité qui nous connecte vers des environnements on-prem à travers du BGP à IPsec sur du BGP, ou BGP sur de l'IPsec plutôt. Et donc là aussi, je peux aller voir quels gateways sont activés pour cette fonctionnalité et à qui elles sont en train de se connecter. D'accord? Je peux voir que j'ai certains tunnels qui sont pas actifs et c'est normal, dans mon lab, j'ai désactivé. Hem, on peut tout de suite aller voir ce qui est en train de se passer ici et quel protocole. Maintenant, on utilise BGP, donc là encore, on a cette vue globale de nos peering BGP. D'accord? Et on peut même aller plus loin, c'est-à-dire que là, c'est sympa, on voit tout de suite la topologie. Là, je suis en train de faire du BGP pour une branche que j'ai dans une région à Londres. D'accord? À partir de cette gateway, on peut voir les routes qu'on apprend et on peut voir les routes qu'on annonce. Après, il y a une autre vue qu'on ne montre pas dans cette démo, mais on peut carrément aller voir tous les détails du peering BGP, du state machine, avec toutes les mêmes CLI qu'on a l'habitude d'utiliser. Qui là encore d'ailleurs sont complètement inexistantes nativement dans les cloud providers. Vous pouvez absolument rien voir sur BGP à part combien de routes arrivent. Et puis pour finir, cette fonctionnalité s'appelle AppIQ, qui est au niveau vraiment applicatif. D'accord? Donc là, c'est quand on veut voir ce qui se passe pour vraiment 2 instances. Je ne parle pas de gateway, je parle de workload, d'instances EC2, et voir la communication spécifiquement pour ces 2 instances. Donc là, par exemple, je veux voir, est-ce qu'elles sont au moins capables de faire un ping? D'accord? Donc, si Aviatrix ne connaît pas juste les gateways, Aviatrix a la connaissance de toutes les instances, tous les workloads qui sont dans les VPC ou les VNets. Et donc là, ça nous montre cette topologie, mais spécifiquement pour ces 2 instances avec tout ce qu'il y a entre les 2. D'accord? Quels sont les gateways? Quels sont les peering? Quelle est la latence? Et c'est vraiment sympa parce qu'on pourrait avoir un réseau assez grand, donc il nous montre tout ce qui est spécifiquement pour eux. Donc quelles sont les métriques spécifiquement pour les gateways qui sont impliqués dans la communication entre ces 2 instances. Ensuite, ça nous montre ce qu'on appelle flight paths, ce qui nous permet de faire un troubleshooting sur tous les éléments de bout en bout dans cette chaîne de communication. Et donc, ça passe par, bien sûr, les networks SIL. Ça, c'est la table de routage du VPC. Ça, c'est les security groups du mon VPC. D'accord? Donc je ne parle pas d'Aviatrix, là, je parle des briques natives. D'accord? Mais qui sont impliquées. Et donc, par exemple, là encore, pour tous ceux qui ont fait du cloud, c'est extrêmement douloureux d'aller voir dans toutes ces choses au fur et à mesure. Déjà, on ne sait pas forcément où aller. On pourra littéralement en avoir des centaines sur des dizaines de consoles différentes. Et donc là, ça nous donne une vue immédiate de, en particulier, quels sont les éléments qui sont impliqués dans cette communication. Et donc là, tout est bon, mais en fait, le contrôleur comprend ce que c'est un security group ou un network SCL, donc il comprend le type de trafic. Et donc, s'il y avait une règle qui bloquerait le trafic, ce ne serait pas écrit pass, ce serait écrit fail ou ce serait écrit quelque chose en rouge. Et donc là, ensuite, on arrive dans notre overlay, donc on peut commencer à voir du côté overlay ce qui est en train de se passer dans nos routes. Et puis ça, c'est quand on arrive à la destination. Là encore, il faut que le trafic soit permis, on a des security groups, on a tout le reste. Et là, on peut s'apercevoir que ici, tout est plutôt bon. D'accord. Et ça, Voilà. j'insiste, hein, c'est hyper important. Vous prenez des gros, des clients qui déploient sur des gros clouds, qui sont multi-régions, multi-account. En fait, l'expert réseau, qu'est-ce qu'il va faire au début? Ou l'expert cloud, il va aller essayer de récupérer tous les logins mots de passe de tous les comptes sur le chemin. Il va à la mano essayer de retracer tout le chemin, récupérer les logins de connexion sur tout. Et qu'est-ce qu'il va faire? Ben, à la mano, il va regarder les règles de routage, il va regarder la CL, tout le reste de bout en bout. Et moi, j'ai des clients qui m'ont dit, dans le pire des cas, quand c'est vraiment sur plusieurs régions, c'est des BU différentes, donc je n'ai pas les comptes, il faut que j'appelle les mecs pour qu'ils me donnent les logins mots de passe, que je me connecte pour voir ce qui se passe, ça peut lui prendre 2 jours. Voilà. 2 Sachant jours, que c'est pas dans un état d'esprit où il est en train de se reposer avec un café, quoi. En général, on l'a tous fait, on est appelé à 3 heures du mat, ok, il y a une panne, ça marche pas. Donc c'est dans un état de stress assez extrême. euh, et c'est pour ça que c'est assez sympa d'avoir immédiatement la vue de Copilot.
C'est vrai. Nicolas, j'ai trois questions. La Ok, première, est-ce que on a la possibilité de faire d'agrégation de routes ou summarisation de routes à oui, partir des gateways VPN? D'accord. absolument, D'accord. absolument. Ça m'amène à la question, est-ce qu'on pourra faire est-ce que les gateways au sein, les gateways au sein du même VPC, ils fonctionnent en mode actif-actif? J'ai l'impression, parce qu'en fait, pour ne pas avoir ce type de routage asymétrique, est-ce que Oui, ça c'est possible en fait? Donc, absolument. Les ils gateways fonctionnent en sont mode actif-actif? ils sont actifs-actifs. Après, le routage asymétrique, c'est pas un problème pour ce qui est des gateways. Maintenant, si des gens ont des firewalls, par contre, on ne veut pas avoir de routage asymétrique, mais là, la fonctionnalité de Aviatrix qui s'appelle Firewall Network s'assure qu'il n'y ait pas de routage D'accord. asymétrique. Mais sinon, les gateways sont en effet Voilà. actifs-actifs. Elles sont déployées dans une paire, tous les deux actifs, et les liens sont aussi tous actifs-actifs. Il y a 4 liens entre deux paires de gateways. Ça répond à ma question. Après, il y a une autre question. Nous avons la possibilité de faire le troubleshooting au CLI. Il y a des personnes qui adorent toujours de faire des CLI, même avec un joli dashboard comme ça, mais ils préfèrent le CLI. Moi aussi, je préfère ça, hein. Est-ce que c'est Oui, possible? c'est exposé à travers des API, des API, des API. Il y a pas de CLI à proprement parler, parce qu'on n'est pas à Cisco ou Arista, mais c'est exposé à travers des API, oui. Et surtout, il y a des D'accord. alertes, il y a des webhooks qui permettent de s'accoster à des systèmes d'alerte. D'accord. C'est-à-dire on peut aller en fait troubleshooter en CLI, en fait, c'est-à-dire accéder au VPN Gateway Aviatrix et faire les CLI show IP route, etc. Ça, c'est possible? On peut le faire pour BGP, parce qu'on utilise une stack D'accord. BGP qui, voilà. Pour le reste, non, c'est pas du choix IP route, c'est pas des CLI en mode Cisco. Mais ça peut tout être exposé à travers des API. D'accord. Dernière Brice, question. je vais te demander un truc hyper dur. Oui. Oublie ce que tu as appris chez Cisco, les commandes, les machins, Ah, non, non, etc. non, non, non. Et fais le nouveau monde avec les calls API. Je fais passer que des questions, hein. Non, non, mais je te charrie, je te Tu- charrie. D'accord. Shoot pas le messager, comme on D'accord. dit, mais Euh, D'accord. La dernière question, puisque vous utilisez EPSec en mode tunnel plus overlay VXLAN, ça je n'ai pas entendu que vous utilisez de VXLAN, ceci risque de beaucoup augmenter la NTU. Ça c'est vrai. Est-ce que c'est quoi l'impact en fait sur nos liens opérateurs? pas Si on beaucoup, a en ça fait augmente. beaucoup de. Bref, ça augmente le MTU, mais un petit peu, pas plus qu'un overlay VXLAN, pas vraiment plus. Donc, on n'a jamais D'accord. vraiment eu quelqu'un pour qui ça causait un problème. D'accord. Donc, ça réduit un petit peu de la bande passante, ce qui est normal parce qu'on augmente l'NTU, mais ce n'est pas quelque chose qui remonte chez vous régulièrement concernant C'est euh, ce type c'est- de problématique. c'est pas différent de n'importe quel autre overlay, en d'autres termes. D'accord, c'est clair. C'est bon. Excellent, cool. Eh ben, on va passer ensuite un petit peu à la dernière partie de la présentation. Alors, pourquoi mon slide est là? Ok, une seconde, je vais juste amener le slide. Ah, parfait. Il nous reste à peu près 15 minutes, hein, Ouais, avec le petit jeu. impeccable. Ça marche. Est-ce que vous voyez le slide maintenant? Oui, Impeccable. On va montrer une use case. On n'aura peut-être pas le temps de faire la deuxième, mais je pense que la première sera déjà assez parlante. On voulait parler d'un client qui est un de nos gros clients qui est en production avec Aviatrix. Ce client, en fait, récupère les données de voix des call centers, où les gens appellent des entreprises pour le service client, des choses comme ça pour des problèmes. Et en fait, dessus, ils font du data mining, ils font des analytics et permettent d'extraire de données et des comportements. Ils sont assez gros, ils ont plus de 10 000 clients, ils ont plus d'un milliard de chiffre d'affaires annuel. Et ils utilisent Aviatrix pour faire plusieurs choses. Premièrement, ils ont leurs clients on-prem ou qui sont aussi parfois dans le cloud, qui ont justement ces call centers à partir desquels ils envoient les données de voix. D'accord? Et ça, en fait, ça arrive dans un VPC qui est dédié par client. Et donc le client Aviatrix, en fait, justement fait du IPsec VPN pour faire amener les clients vers le cloud et donc ils terminent le tunnel directement sur une gateway Aviatrix. Dans ce cas-là, ils ont une présence dans Google Cloud, ils ont aussi une présence dans AWS que je vais montrer dans une minute. Donc la première chose, c'est de les faire arriver dans le cloud. La deuxième chose, c'est de leur fournir cette connectique
à des services locaux. Donc c'est ce qu'on voit ici, on voit la VM de GCP ou les instances GCP qui fournissent un service d'abord qui est très local à ses clients, parce que certains clients consomment plus, certains clients consomment moins. Ensuite, en fait, ce client avait commencé dans AWS, donc ils ont encore beaucoup de services, partage de shared services qui sont ici dans AWS. Et ils ont aussi des clients qui sont accostés directement dans AWS, mais même les clients Google, en fait, ont besoin d'accéder à des shared services qui sont dans AWS. Et donc c'est pour ça que des gateways Aviatrix de transit ont été déployés, et un transit peering a été établi avec le control plane qui va être dynamique de bout en bout, ce qui permet à ce client ici, d'aller accéder à des services qui se trouvent juste là-bas dans AWS. Ensuite, ce qui se passe, c'est que, les clients sont complètement différents. On n'a aucun contrôle sur leur plan d'adressage IP et donc, on est obligé de faire du NAT pour rendre les IP uniques et donc c'est exactement ce que, les gateways Aviatrix vont faire ici. Donc par exemple, on a ces 2 clients-là qui se trouvent, ont exactement les mêmes IP. Il y a des opérations de NAT qui vont être faites sur les gateways ici pour qu'ils puissent tous les 2 accéder aux shared services qui se trouvent ici. Ensuite, hem en fait, les, instances de ce client, ont besoin d'accéder à internet, mais on a besoin de contrôler leur accès à travers du, filtering en mode FQDN. C'est-à-dire, ils savent qu'ils doivent accéder, par exemple, peut-être à github.com ou à Yum ou seulement des noms de domaine très spécifiques. Donc la même gateway joue aussi le rôle de FQDN egress filtering. Ensuite, bah, justement, cette architecture en fait, le client a commencé dans AWS et c'était fascinant parce qu'ils nous ont dit pendant très longtemps: «Non, on sera toujours dans AWS, on sera toujours dans un seul cloud». On disait: «OK, aucun problème, c'est très bien», ils avaient nos gateways, notre overlay, donc tout allait bien et un jour, l'année dernière, ils ont un de leurs clients finaux qui a dit: «Non, moi, en fait, mon business est en concurrence avec Amazon, donc je ne souhaite pas être hébergé. Je veux pas que votre service, pour moi, soit dans AWS. Je veux être hébergé dans Google». Et ils ont eu 2 semaines pour le faire. Il y avait une deadline très, très serrée et justement comme ils avaient standardisé sur une architecture Aviatrix, ils ont pu répéter cette, même architecture et la déployer, extrêmement rapidement dans Google Cloud. Ensuite, ils utilisent Copilot pour la visibilité et on parlait du Terraform Provider, tout est managé par le contrôleur et donc c'est Terraform qui gère ça. C'est le premier use case. Le deuxième use case, j'irai un petit peu plus vite dessus. Là encore, un client assez Attends, enterprise Nico, pardon? donc, Ouais, qu'on comprenne bien pour le premier client, hein, si on oui, reprend la terminologie d'Aviatrix, ça veut dire qu'il a commencé à consommer via en fait du site to cloud pour connecter les clients dans leur cloud. Puis ils ont mis toute la partie IP overlapping pour la gestion parce qu'ils n'ont pas la main sur les IP publics, enfin les IP ouais, sources. ouais. Ils ont rajouté donc l'ingress sur la partie accès et filtrage, filtrage FQDN d'Internet. Puis après, ils ont mis en place la connectivité intercloud pour passer d'un Mmh. GCP à un AWS. Et puis après, ils ont mis en place toute la visibilité via Copilot. Toi, donc ça répond aussi à une question de Driss, tu vois, de comment on fait pour s'y connecter. Ah oui, On oui, n'a oui. pas bâti tout en un jour. Ils ont commencé étape par étape. Et toi, et au fur et à mesure, ils ont bâti finalement leur réseau avec leur infrastructure, avec un réseau Aviatrix pour les faciliter. Et je terminerai sur ce que disait Nicolas. Ma mère m'a toujours appris à jamais dire jamais. Jamais je ne ferai un autre cloud. Ben là, voilà, le business, elle a dit, tu n'as pas le choix. Si on veut ce client-là, il faut aller sur Google. Ouais, souvent on dit, je serai toujours sur un cloud jusqu'à ce que j'y sois plus et le problème, c'est qu'on contrôle pas forcément, comme dans le cas de ce client, on contrôle pas forcément quand on devra, commencer à aller dans un deuxième. Et si on n'avait pas bien réfléchi à l'architecture, on n'avait pas une plateforme comme la nôtre qui permet de se standardiser, là, ça aurait été très, très, très dur. Est-ce qu'on a le temps de faire le deuxième use case, Mathieu, ou tu préfères, Si, passer on va essayer à quand même. On se fait 5 ouais? minutes de use case grand max et après, je passerai sur les slides rapido et on fera le petit jeu. Sans problème. En fait, c'est assez simple, c'est un autre client, d'Aviatrix. C'est un client qui fait beaucoup d'analytics. Je pense que beaucoup d'entre vous l'utilisent. C'est pas encore une référence publique, mais c'est clairement un client en production. Ils ont plus de 10 000 clients eux-mêmes. Ils ont plus de 5 500 employés et font plus de 2 milliards de revenus à l'année. Le problème qu'ils avaient, c'était qu'ils avaient leurs employés, en fait, leurs développeurs, leurs testeurs et même les admins, avaient besoin d'accéder à leur machine de développement
et de test qui sont hébergés dans AWS principalement, et ils commencent à s'étendre à Azure. Donc ils se sont dit comment on peut faire ça de la manière la plus économique et la plus optimale, et aussi la plus simple à gérer. Et donc, les gateways Aviatrix font du, VPN IPsec, comme on l'a dit, pour accoster des branches, des data centers, mais aussi du SSL. C'est-à-dire c'est du OpenVPN pour en fait de l'accès pour des utilisateurs à partir de leur laptop ou de leur téléphone mobile. Et donc en fait, ils déploient un client VPN, ça peut être TunnelBleak ou on a un client VPN nous-mêmes Aviatrix qu'on a développé, hem et les utilisateurs peuvent se connecter directement à une gateway Aviatrix. Et en fait, après, ce qui est très sympa, c'est que ça s'intègre très bien avec l'architecture de transit. Donc vous voyez comment l'architecture est très propre. On a une couche d'accès, une couche de transit et une couche applicative. Et de cette manière-là, les utilisateurs qui sont aux États-Unis peuvent accéder à des ressources qui sont aux États-Unis dans l'Oregon. Ceux qui sont en Europe vont à Londres, mais s'il y a besoin d'une communication entre eux, on a établi un transit peering entre les différents transit gateway Aviatrix pour pouvoir les faire communiquer. Maintenant, comme ils n'ont pas encore beaucoup de ressources dans Azure, pour l'instant, ils arrivent sur des gateways qui sont dans AWS et à travers un transit peering, ils peuvent accéder à des ressources qui se trouvent dans Azure. Ils utilisent un système de profil, c'est quelque chose qui est défini sur le contrôleur, où on peut définir par exemple pour les développeurs, des sortes de règles de sécurité, mais d'une manière beaucoup plus simple à gérer que des access control lists, et qui sont programmés dynamiquement sur les gateways quand les users se connectent. D'accord? Pour éviter que par exemple des développeurs, aillent par accident, taper dans des machines de test et faire des erreurs. D'accord? Et ensuite ils utilisent Okta, on a beaucoup de clients qui utilisent SAML avec Okta ou Azure Active Directory. C'est tout ce que j'avais pour le use case, Mathieu. Yes. Je Eh te ben, laisse écoute, pour moi, reprendre la ça main et partager quelques marche. clients. Ça roule. Donc, déjà, merci beaucoup, en effet, Nico, pour la presse. Donc là, vous voyez, il y avait une question sur les clients. Donc, vous pouvez avoir une vue d'ensemble de certains de nos clients. Ce qui est important de noter, c'est qu'on a des clients dans différents domaines. C'est-à-dire qu'on peut avoir tout ce qui est pharma, tout ce qui est finance, tout ce qu'on appelle consumer, hein, avec Heineken, dans la technologie, un Gemalto, dans tout ce qui est gouvernement, typiquement avec la NASA et autres. Donc voilà, on touche un petit peu à tout. Et bien évidemment, ce patch de clients va avancer. Moi, je voudrais arriver sur la prochaine slide qui serait sur la partie ACE. Donc, ce qu'on vous propose de faire en partenariat avec MHD, c'est déjà de vous mettre à disposition le premier niveau de formation d'Aviatrix pour ceux qui sont intéressés. Donc, toute personne qui est intéressée se connecte sur le lien qui est marqué là et va pouvoir, via le voucher donc ACE France, lancer une formation donc ACE Associate qui est normalement payante et que là, on va vous offrir. Et le voucher inclut aussi le passage de la certification, en tout cas l'examen. Donc, c'est un bon moyen de découvrir ce que fait Aviatrix. Driss l'a déjà fait dessus. Et ça marche bien. C'est vraiment un moyen de démystifier un peu plus précisément ce qu'on fait, les différenciateurs en fonction des différents clouds publics. Ce qu'on sera amené de faire… Un truc qui est sympa, pardon Mathieu, c'est que on a déjà beaucoup de gens qui sont certifiés, mais pas beaucoup en France encore. Donc c'est très sympa, c'est une opportunité pour ceux qui sont là d'être vraiment parmi les pionniers et les premiers à obtenir une certification Aviatrix en France ou dans des pays francophones. Tout à fait. Et ce qu'on vous proposera donc, au-dessus, c'est de se dire, si vous êtes intéressé par Aviatrix, si vous avez un vrai cas d'usage qui fait sens, vous nous appelez, on regarde ensemble, on qualifie, pourquoi pas on fait un call avec le client, vous nous débriefez. Si on voit qu'il y a vraiment un projet, que Aviatrix peut faire sens, que c'est vraiment intéressant pour nous et pour vous, donc il faut que ce soit du win-win, dans ce cas-là, on peut s'autoriser le droit, nous, Aviatrix, d'offrir à la personne qui nous contacte non plus une certification ACE Associate, qui est le niveau basique, le premier niveau, mais une certification ACE Professional, qui est le niveau d'après, ce qui peut être aussi vous utile dans votre métier de tous les jours, en tant que consultant ou expert réseau, de venir avec une casquette d'expert réseau dans le cloud pour aller mener des missions de consulting ou de go-to-cloud ou d'architecture cloud réseau dessus. Donc là, vous me contactez directement, vous passez par Driss et Hicham qui vous redirigeront vers moi. Et on fera du cas par cas. Voilà, on peut s'autoriser de le faire du moment que ça peut faire sens pour nos deux sociétés. Ensuite, je crois qu'après, voilà, il y avait une sandbox. Donc ça, c'est hyper intéressant. Il faut être très gentil parce que c'est Nicolas qui a tout mis en place. Si vous avez envie de tester Aviatrix, c'est possible.
Donc, on a créé tout un process pour lancer une sandbox. Et donc, il vous suffit de cliquer sur le lien et vous avez tout le processus qui est expliqué step by step pour pouvoir le déployer. Et après, il vous suffit simplement de choisir là où vous avez envie de le déployer et vous utilisez vos credentials du cloud public dessus. Donc, voilà Ça vous aussi. donnera, ça vous donne, pardon Mathieu, vous aurez comme ça votre contrôleur et vos gateways, ça va même déployer une architecture pour vous, une petite architecture, mais comme ça, il n'a pas besoin de se demander comment je vais disposer mes choses. Et ensuite, vous commencez à jouer avec, et bien sûr, c'est à vous, donc la changer ou la terminer quand vous n'en avez plus besoin. Tout à fait. Ça d'après, c'est de la documentation. On sait que là, vous êtes des profils techniques, donc vous aimez bien vous renseigner par vous-même. Donc voilà, on s'est amusé à copier un peu tous les liens YouTube que vous pouvez trouver par thématique. Alors, évidemment, il y en a beaucoup plus, mais ça vous donne un premier accès. C'est en anglais, hein, laissez-nous du temps maintenant pour refaire les mêmes en français. Et on se fera un plaisir de les faire au fur et à mesure, mais comme on dit, on n'a pas bâti Rome en un jour. Donc ça vous permet de jouer avec. On enverra bien évidemment les slides là aussi à Driss et à Hicham qui pourront après se faire un plaisir de vous les renvoyer. Et je pense que c'est le moment, et surtout ne partez pas, c'est le moment le plus sympa finalement du webinaire, c'est de passer sur un Kahoot. Alors attends, Nico, il faut que tu arrêtes de partager. Excusez-moi, Mathieu, et si on peut poser juste 3 questions d'une manière rapide? Non, je plaisante. Vas-y, je plaisante. Il y a une question au niveau de l'authentification de la gestion des droits, Airback, etc., à copilote et au contrôleur. Est-ce qu'on peut utiliser une source de type LDAP, Azure Ad et pourquoi pas l'IAM dans AWS? Absolument, ouais. C'est d'ailleurs une vidéo là-dessus, ça s'appelle Airback, et l'authentification peut être faite à travers du SAML, donc Okta, Azure Active Directory, et il y a tout un système de permission, absolument. Deuxième question, depuis quand en fait Aviatrix existe? Aviatrix existe depuis 2014, 2013 ou 2014 il me semble. Ouais, 2014 je crois. 2014 Ouais. La dernière question, est-ce que vous proposez des stages dans ce sens? Vous faites j'imagine, vous faites des formations sur site ou à distance dans le contexte actuel? C'est en fait ça. C'est-à-dire qu'en fait, soit vous avez l'ACE Associate avec le lien et le code, c'est de la vidéo on demand. Donc, en fait, c'est du on demand et vous pouvez faire pause, stop quand vous voulez. Hein. Ça dure environ entre 4 et 6 heures. Donc, vous pouvez faire typiquement une petite demi-heure tous les jours. Voilà. Ensuite, il y a le ACE Professional, donc qui est avec une formation avec instructeur. Ça se fait en remote, en anglais. Et donc, c'est piloté directement par Aviatrix aujourd'hui. Donc, on a des sessions qui sont déterminées. Si une session là, qui coûte un peu d'argent, ça coûte dans les 3 000 à 4 000 $. Mais voilà, en fonction des cas de figure projet sur lesquels vous êtes amené à nous contacter, on pourra décider d'en faire autrement. D'accord. OK. On est bon pour… C'est parfait, plus de questions. Nickel. Ouais, pour jouer. Alors, c'est bientôt l'heure de l'apéro, hein, comme on dit. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Je vais envoyer. Et vous voyez, il faut toujours avoir un ping. Donc, c'est toi, toujours vérifier. Est-ce que tout le monde voit mon écran avec le Kahoot? Vous le voyez? Oui, on voit ton écran. Super. Alors, à tous, Oui. il faut se connecter sur www.kahoot.it. Donc, vous pouvez y aller. Driss et Hicham, vous pouvez jouer, mais si vous gagnez pas. Hein, vous ne trichez pas. Et voilà, donc les gens se connectent. Donc, il faut rentrer le numéro PIN du joueur. Vous trouvez un petit username marrant. Il reste encore pas mal de monde connecté. Donc, on va attendre que les gens arrivent au fur et à mesure. On n'a que 3. Prenez votre temps, on vous attend. Et je vais mettre la petite musique normalement qui devrait se lancer. Voilà, un peu de musique. Je ne sais pas si vous l'entendez de votre côté. Non, on n'entend pas ta musique. Non. Mais tu devrais chanter. Non, c'est bon. Non, il va pleuvoir après. Donc, on a encore beaucoup de monde connecté. Hein. On a encore plus de 20 personnes. Donc, là, on en a 5. Donc, il en manque 20. Donc, ça y est, ça arrive. Après, ça fait plus de chance pour les autres, hein, pour ceux qui sont là. Ça, c'est vrai. Mais bon, moi, j'aime bien la compétition. Moi. Voilà. J'aime bien la compétition. 2 minutes de plus. Non, ça arrive après. Voilà. Ceux qui ne sont pas habitués au début, voilà, il faut prendre son truc, il faut aller se connecter son téléphone. Donc, ça arrive. On en est à 10. Toi, il en manque à peu près 10. Voilà, ça arrive. Hicham, je t'ai vu, toi. T'as vu, au moins, j'ai été honnête. Hein, j'aurais pu choisir un autre pseudo.
Donc, ouais, il en manque encore 8 normalement. Allez, messieurs, dames, 100% des gagnants ont joué. Hein. Donc, comme on dit au loto, pour gagner, il faut jouer. Alors, on en reste qu'à 12. Allez, non, bon. Donc, on va démarrer le count. Tant pis pour ceux qui sont en retard. Si vous avez un souci, à la limite, passez un petit message dans le chat. Ah, ça arrive. 13. Ah, donc je rappelle, hein, c'est www.kahoot.it et vous rentrez le code PIN. Il n'y a pas besoin de s'enregistrer. C'est RGPD compliant. C'est vraiment pour le fun. Ah, ben, il y en a qui est parti. Bon, on est parti. Bienvenue, Marius. 3, 2, 1. On démarre. Vrai ou faux? La plateforme Aviatrix est-elle en mode SaaS? Sachant que la rapidité rentre en jeu, il me semble aussi, Mathieu. Tout à fait, j'ai oublié Je de le dire. pense, En ouais. effet, Je il pense, ouais. faut donner la bonne réponse, mais il faut aussi Mais être le premier ouais, à la donner. exactement. Ouh là 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 là. Alors, on va rappeler bientôt les 5 qui ont répondu vrai. Non, la plateforme n'est pas une mode SaaS, hein, je l'explique au début. En fait, nous, on vous livre en fait CVM, hein, et CVM sont votre propriété. Donc, vous allez en faire ce que vous voulez. On ne vous demande pas de vous connecter à un cloud Aviatrix où on va gérer pour vous le cloud et on n'aura pas la vue sur votre réseau. On n'est pas comme ça. Donc là, vraiment, on est disponible dans la marketplace et vous nous consommez directement et vous vous déployez chez vous. Donc bravo à YNG qui est le premier à avoir réussi. Donc je rassiste, hein. Attention à ne pas tomber. Mais C'est surtout, Hicham. C'est Hicham avec un autre compte. en fait, Hicham, il a mis 3 comptes différents pour être sûr de gagner. Peut-être c'est Allez, Nicolas, je ne sais pas. un petit quiz. Quels sont les clouds supportés? Plusieurs réponses. Enfin, à choisir, pardon. Une réponse parmi plusieurs. Et donc, oui, il y avait des petits pièges. Il y avait des questions aussi hein, pendant le quiz. Donc, les bons clouds, hein, comme l'a dit Nicolas, c'est AWS, Azure, Google et Oracle Cloud. J'en vois 7, non, c'est bon. 4 qui ont dit en rouge, ah ben oui, il vous manquait Oracle. Et arrivera bientôt Alibaba, enfin Ali Cloud. Ouais, bien sûr, on supporte on-prem, hein, mais c'est juste que c'était pas un cloud. Mathieu était un peu C'est pas des vicieux clouds. sur la question. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. Si vous voulez remplacer tous vos routeurs Cisco chez vous on-prem, ce n'est pas notre métier. Voilà. Ouf. Ah. Ahmed, bravo Ahmed, premier. Suivant. Quiz. Attention, il y a plusieurs réponses possibles. Enfin, il y en a plusieurs. Quels sont les inconvénients des produits natifs réseau des cloud providers? C'est des boîtes Ah là, noires. la musique, ça marche. Ouais, parce que j'ai enlevé mes écouteurs. C'est vrai que là, on entend la musique, ouais. Donc, n'oubliez pas, on peut choisir. Il y a plusieurs réponses. Plusieurs bonnes réponses. Ah là 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 là. Alors, oui, en effet. Alors, les inconvénients du cloud public. La première chose, c'est ce que disait Nicolas, c'est des boîtes noires. Donc, vous ne savez pas ce qui se passe dedans, on n'a pas accès à rien. C'est partagé entre plusieurs personnes. Donc, finalement, la boîte rouge, c'est partagé entre plusieurs clients. C'est ce qu'on a dit. Donc, si votre voisin consomme beaucoup et que finalement, ça prend de la perf, ça peut vous impacter. Et enfin, c'est manuel, en effet. Même si beaucoup de gens vous diront qu'ils l'ont fait automatiquement, en fait, la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des scripts à la main qu'il faut maintenir et après qu'ils vont injecter dans un automate ou un Terraform ou autre. Donc, ça reste pour nous quelque chose à la main puisqu'il faut le maintenir. Par contre, est-ce qu'ils offrent un niveau de fonctionnalité enterprise grade? À partir du moment déjà où tu n'as pas le ping ou le traceroute, on peut se dire que déjà, ce n'est pas enterprise grade. Mais en effet, voilà, on n'est pas dans ce même niveau. Et là, c'est Didi Lito. Bravo. Next. Quiz. Quels sont les services réseau proposés par les CSP? Ils font du traffic engineering. Ils font du routage dynamique BGP. Ils font de la gestion d'IP overlapping.
et c'est le même data plane et control plane, quel que soit le CSP. Eh bien oui, en fait, les CSP ne font que du routage dynamique BGP. Ils ne font pas de traffic engineering. C'est ce que disait Nicolas, le fait de passer à droite ou à gauche en fonction des besoins et du trafic. Ils ne font pas de la gestion d'IP overlapping. Et surtout, quand vous êtes sur du multi-cloud, il faut le faire à la mano sur chacun des clouds. Ils n'ont pas un control plane, data plane unique pour l'ensemble des clouds. Ah, on voit que ça se bat. Donc, bravo aux Valois. Quiz. Quels sont les services de sécurité proposés par les CSP? On a fait le réseau, maintenant c'est la sécu. Je peux segmenter mon réseau. Je peux avoir du hyperf encryption. Je peux faire un chiffrement de bout en bout. Et je peux faire du user VPN SSL. Eh bien oui, donc aujourd'hui, les CSP ne proposent pas la segmentation réseau. D'un point de vue sécu, ils ne font pas le HPE. Ils ne font pas non plus le chiffrement de bout en bout, et encore moins quand on est multi-cloud. Par contre, en effet, ils savent vous fournir du user VPN SSL. C'est piloté différemment, ça reste aussi à essayer de faire la mano. Bon courage pour le troubleshooter. En fait, sur des gros clouds, mais ils le font, et dessus, on ne va pas dire le contraire. Tu veux rajouter quelque chose peut-être, Nicolas, si tu as envie, dessus? Oui, la segmentation, bien sûr, on peut faire des security groups, mais c'est différent, c'est difficile à manager, c'est au niveau du subnet. Donc on faisait référence plutôt au multi-domain, multi-cloud segmentation group que tu expliquais tout à l'heure. Tout à fait. Ça a modifié cette question pour moi parce que segmentation réseau, c'est un petit peu. Ouais, Ouais, c'est vrai, on était un peu vague, on devrait clarifier la Ouais. question pour la prochaine fois. Je suis Bon, d'accord. d'accord, on accepte, heureusement que vous êtes là, on est d'accord. Allez, next. Attention, non, le score. Valois mène le bac. Même le bac. Quiz. Attention, plusieurs choix. Que permet de faire copilote plusieurs bonnes réponses? Grâce à copilote, je peux avoir une réseau multi-cloud. Grâce à copilote, je peux avoir une visibilité des latences multi-cloud. Grâce à copilote, je peux faire un tracking des connectivités end-to-end et je peux faire le replay. Quelles sont les bonnes réponses? Pas mal. En effet, en fait, avec Copilot, vous pouvez tout faire. Vous avez la topologie réseau de bout en bout, quel que soit le cloud, et multi-cloud. Vous avez la vue des latences, là aussi multi-cloud. Vous avez le tracking de connectivité, vous savez, le fameux truc fail, pass, de bout en bout. Et puis, vous avez le fameux replay dont Nicolas adore. Valois, toujours en tête. Alors, attention, Valois, généralement, c'est souvent dans les dernières questions, on voit la dernière question qu'on se plante. Alors, attention, la question, elle est chaude là. Moi, je l'ai vue. 7e question sur 10. La solution Aviatrix n'est utile que si le client est multi-cloud. Il y en a un qui n'est pas pressé à répondre là. Et voilà. Ouh là aussi, on va devoir rappeler les deux personnes qui ont appliqué vrai. Non, la solution d'abord est déjà adoptée par beaucoup de nos clients qui sont monocloud. Je prends l'exemple EasyMiles en France. Et bien évidemment, c'est des clients qui deviennent régulièrement multi-cloud pour des questions business après coup. La pression se revaloie toujours en tête. 8e question. Que veut dire MCNA? C'est la chanson des Village People. C'est le monocloud networking architecture. C'est le multi-cloud networking architecture. Et c'est My Cloud Network Awareness. Pas mal. C'est là, je suis toujours déçu. Je m'attends toujours à ce qu'il y en a un qui clique sur la Village People. Mais bon, je n'arrive pas à le trouver celui-là. Donc en effet, voyez MCNA, n'importe quoi. J'aurais pu le faire. MCNA, c'est bien en effet le multi-cloud network architecture, avoir une architecture unique pour l'ensemble de vos clouds. Valois, toujours en tête. Bravo. 9e question. Quiz. Plusieurs bonnes réponses. Que peut apporter Aviatrix aux équipes réseau et CloudOps? Une complexité de plus par rapport aux outils des CSP.
une architecture réseau standardisée, infra as code, réconcilier les équipes réseau avec des équipes CloudOps et une indépendance vis-à-vis des CSP. Donc lui aussi, il va falloir qu'on le top, hein, celui qui a répondu une complexité de plus. Non, Aviatrix n'apporte pas une complexité en plus, c'est plutôt même l'inverse. Donc en effet, grâce à Aviatrix, vous allez pouvoir monter une archi réseau infra as code qui est standardisée, quel que soit le cloud public. Vous allez pouvoir aussi réconcilier les équipes réseau avec les CloudOps. Les CloudOps qui vont dire moi, les réseaux, je ne veux pas, c'est l'ancien monde. Et quand ça ne marche pas, ils vont dire c'est la faute du réseau. Et les équipes réseau qui disent aux mecs du cloud mettez-nous dans la boucle quand même si vous voulez qu'on vous aide. Et qui ont cette approche justement architecture dite standardisée. Et puis bien évidemment, c'est une indépendance parce que d'une part, vous avez la même archi quel que soit le cloud. Donc si demain, vous voulez migrer vos workloads, c'est plus facile. Et puis de deux, quand le cloud provider vous dit, vous l'appelez, vous dire j'ai des problèmes de latence et il vous dit non, moi tout va bien. Là, avec Aviatrix, vous avez la main pour aller vérifier et lui dire si, là, sur la liaison, là, tu as des latences, je le sais. Donc maintenant, tu vas aller investiguer. Alors, on a au Valois. Alors, au Valois, je vous préviens, c'est la dernière question. La 10e sur 10, grosse pression. J'ai vu beaucoup de personnes se cracher sur la dernière question. Hein. Je te laisse respirer. Attention. On est parti. Quiz. Plusieurs bonnes réponses. Quels sont les gains business? Vous accélérez grâce à Aviatrix l'accélération, les mises à disposition. On peut capitaliser sur les compétences. On peut réduire les temps de downtime. Les gains business, aucun. Finalement, le réseau n'est pas un challenge. On n'a pas besoin d'experts réseau. Les CCIE, ils ne servent à rien. D'ailleurs, c'est juste du marketing pour bien être payé. Plaisante, messieurs. Donc, tu vois, il y en a bien un qui a pensé que le réseau n'était pas un challenge dans le cloud public et que vous ne serviez à rien. Donc, les gains business, oui. En fait, on accélère la mise à disposition. Et je reprends le cas de Nicolas sur son client qui a dit jamais je ferai autre chose que la WS. Ouais, sauf que si quelque part ton client te dit moi, je n'ai pas le choix, c'est comme ça sera à Google et peut-être 2 semaines. Si tu sais le faire, tu prends le contrat. Si tu ne sais pas le faire, tu perds le contrat. Donc, tu accélères ta mise à disposition. Tu capitalises sur des compétences. Ça, on l'a vu souvent et on a monté un rapport Forrester dessus. Mais quelque part, une fois que vous avez acquis les compétences Aviatrix, plus besoin d'acquérir d'autres compétences. Alors que si vous faites sans Aviatrix, on va apprendre comment faire avec Azure. Et puis après, on va devoir réapprendre comment faire avec AWS. Et puis, on va devoir réapprendre avec Google et réapprendre avec OCI. Et puis demain, réapprendre avec Ali Cloud. Donc là, finalement, c'est bien parce que ça fait vendre des certifications. Mais d'un point de vue opérationnel pour l'entreprise, ce n'est pas top. Et enfin, vous réduisez les downtime parce que comme on a copilote, on a la vue sur tout, on sait qui a fait des modifications, on sait troubleshooter, et donc on peut résoudre les problèmes plus rapidement. Alors, je vous rappelle que j'ai les stats de qui a fait quoi. Donc, je pourrais aller choper la personne qui a cliqué sur le réseau n'est pas un challenge sur le cloud. Messieurs ou dames, c'est le moment. Est-ce qu'on a Ovalois qui est présent? Attention. Bravo Ahmed. Oh Bravo Pops numéro 2. Bon, bravo Valois. Bon, il n'est pas tombé. Il n'est pas tombé. Voilà. Bravo, je vais arrêter le partage ici. Bravo. Il n'était pas premier au début, donc belle montée quand même. C'est pas mal, c'est pas mal. On vous remercie à tous de votre participation et de votre présence. Ça a été un vrai plaisir. Et puis pour une première, je trouve qu'on s'est bien débrouillé. Il n'y a pas eu les faux démos, les trucs qui ont craché dans tous les sens. Merci beaucoup, Hicham et Driss, pour votre proposition, puisque ça nous a permis en effet de toucher tout un public qu'on ne connaît pas. Et n'hésitez surtout pas à nous suivre, Nicolas et moi, Hicham, bien évidemment, et Driss. Si vous avez des questions, passez par Hicham et Driss et on se fera un plaisir d'essayer de vous aider dessus. Écoutez, on va arrêter là. Merci encore, Nico, pour ton aide. Merci pour les slides. Et puis, c'est l'heure de l'apéro. Donc, bon appétit et puis passez une très bonne soirée et une bonne semaine. Merci, Hicham. Merci, Driss. Merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.